L'histoire commence dans un village nommé Edgar. Le garçon cheveux roux était habillé comme un cow-boy. Voici Beat, il participe à une chasse. Cependant, Beat ne pouvait rien faire d'autre que de courir lorsque la bête s'est précipitée vers lui. Cela a poussé une fille nommée Elsha à intervenir et à s'en occuper pour Beat pendant qu'il se cachait derrière elle. Les villageois sont immédiatement venus récolter la bête. Non loin du groupe de Beat chassant des animaux, un groupe de femmes du village grimpait la montagne pour cueillir des herbes. Elles avaient même amené des enfants avec elles pour veiller sur eux. Par chance, les enfants jouaient joyeusement et couraient partout. Un enfant s'est penché sur le bord de la falaise pour regarder quelque chose, puis il a été emporté et a glissé. Heureusement, une fille aux cheveux verts a remarqué et a utilisé une corde pour tirer l'enfant vers le haut grâce aux mots de l'enfant. Cette fille s'appelait Atlé. Peu de temps après que le groupe d'Atlé se soit rassemblé avec celui de Beat, il s'est renté avec enthousiasme de la bête qu'il n'avait en réalité pas chassée. Cependant, avec un si petit, ce n'était pas suffisant pour que tout le village mange. Alors qu'ils étaient découragés, soudain, un bruit provenait du ciel. Le son vrondissait, comme si le ciel se déchirait. Alors que Bitty était encore perplexe, un objet s'est précipité du ciel et a détruit sa maison. Le bruit fort a attiré les villageois. Ils se sont rassemblés autour de la chose qui venait de tomber. Ils discutaient de ce que c'était, mais peu importe ce que c'était, Bitty devait le frapper une fois parce que cela avait détruit sa maison. Les villageois croyaient que c'était un trésor venu du ciel et qu'il y aurait sûrement de la nourriture à l'intérieur. Ils ont joyeusement organisé un festin cet après-midi-là. Ils se sont rassemblés autour de la masse de fer et ont allumé un feu, chantant joyeusement parce qu'ils allaient bientôt manger délicieusement. Ils dansaient avec bonheur, sans savoir que deux personnes les observaient de loin, en dessous du village d'Ajor. Bitty ne pouvait plus supporter cela. Il a utilisé un bâton pour frapper l'objet, afin de l'ouvrir à chaque coup. Elsha a progressivement réalisé que ce n'était pas de la nourriture. Mais il était trop tard lorsque Bitty a porté un dernier coup. Puis à l'intérieur, une personne est sortie et l'a frappé. Les enfants pensaient que la nourriture s'enfuyait, alors ils se sont précipités pour mordre. Le garçon mystérieux a crié douloureusement qu'il n'était pas de la nourriture. Au-dessus, l'homme aux cheveux blancs était également très surpris, en témoignant que cette nuit-là, les villageois étaient assis à écouter le garçon parler. Il ne se souvenait de rien du tout, seulement de quelques fragments de mémoire sur le fait qu'il était de l'autre côté du mur et qu'il demandait aux villageois de l'aider à revenir. En entendant cela, ils ont tous éclaté de rire. Elsha a expliqué au garçon que la terre sur laquelle il se tenait s'appelait Lingoland. C'était un monde entouré d'un mur. Ce mur aidait à dissimuler la terre, à la protéger, à la nourrir et à la soutenir. Le mur était considéré par les gens comme rien de moins qu'un dieu. À l'intérieur, le mur était divisé en deux grandes nations. À droite se trouvait Ludo, un endroit pour les érudits du savoir. À gauche se trouvait la République de Reka, un endroit honorant le courage des généraux. Les villageois croyaient que le monde entier se trouvait à l'intérieur de ce mur, donc il n'y avait rien à l'extérieur pour l'aider à y aller. Cependant, le garçon voulait toujours l'aide des villageois pour se rapprocher du mur. Mais il ne pouvait pas, car cet endroit était presque au centre du mur et très éloigné. En entendant cela, le garçon décida d'y aller seul sans avoir besoin d'eux. L'homme aux cheveux blancs, qui observait depuis le matin lorsqu'il avait entendu parler de l'autre côté du mur, était également très surpris. À ce moment-là, un conducteur est arrivé au village d'Écraire. Sans dire un mot, il mit un bracelet à son oreille, puis se transforma en robot. Il s'est avéré que ce gars avait reçu l'ordre de récupérer l'objet qui venait de tomber dans le village. Cependant, lorsqu'il le trouva vide à l'intérieur, il se tourna pour interroger les villageois. Il a dit que cet objet s'appelait Raku et qu'il contenait sûrement un trésor à l'intérieur. Et les villageois avaient pris tout le trésor et l'avaient caché. En entendant cela, tout le village désigna à l'unanimité le garçon aux cheveux noirs. Mais le bandit dit qu'il n'était pas assez stupide pour dire que ce type sale était le trésor Raku. Sentant qu'il perdait son temps, le bandit commença à ravager les environs. La maison récemment réparée de Bété était à nouveau détruite. Les villageois coururent dans la panique. Atlé courut dans sa maison pour prendre le souvenir de son père. Dehors, Elsha essayait de le retenir pour que les villageois puissent évacuer. Cependant, ses balles n'avaient aucun effet sur le robot. Elle cria au garçon de parler rapidement pour l'aider. Il s'avança en expliquant et demanda opportunément au bandit de l'aider à franchir le mur. Bien sûr, ce gars pensait aussi qu'il jouait encore des tours et attaqua. Le garçon sauta vers Elsha sans rien porter, se plaignant que le gars n'écoutait pas son explication. Elsha rougit et lui dit de mettre un pantalon. À ce moment-là, Atlé courut et tendit au garçon les sous-vêtements de son défunt père. Après les avoir donnés, elle sortit une bague similaire à celle du bandit et la mit à son doigt. Elle se transforma alors et combattit le bandit. Bien que ce fût un clan mécanique, la briette d'Atlé était très flexible et agile pour esquiver les attaques. Elle utilisa un fouet pour frapper le garçon et demanda aux villageois ce que c'était. Le professeur du village appelait ces machines briettes et la bague était appelée Bindwarper. Tant qu'il y avait de la croyance, le porteur pouvait se transformer. Mais Atlé a été capturé par le bandit. Il avait l'intention de la réduire en miettes. Les villageois criaient pour qu'elle se libère, sinon elle mourrait avec le Brehate. Mais le bandit a empêché cela de se produire. Entendant cela, qui semblait sérieux, le garçon aux cheveux noirs a décidé de sauver la fille qui lui avait prêté des sous-vêtements. Il est retourné au Rakuo et a sorti un Bindwapper. Bien qu'il ne se souvienne de rien, il affirma une chose, qu'il était très fort.
À la grande surprise de tous, il a mis l'anneau et s'est transformé. Ensuite, il a aidé Atoe à s'échapper du Brehate. Ne laissant pas le bandit dire des absurdités, le garçon lui a donné un coup sur la tête, ce qui l'a mis en colère, puis l'a traîné en bas de la montagne pour continuer à se battre. Tous deux sont tombés librement à l'atterrissage. Le bandit a rapidement frappé le dos du garçon en cheveux noirs, mais de manière inattendue, son Brehate était encore plus flexible que celui d'Atley, ce qui a rendu le bandit confus. Il lui a tiré une pluie de balles, mais le corps flexible les a toutes bloquées. Il a commencé à contre-attaquer. Avec de nombreux coups de poing, il l'a projeté dans les airs, puis l'a frappé au sol, terminant le bandit par une pluie de coups, puis a détruit le déformateur de liens de manière inattendue. Sa façon de finir n'a pas tué le pilote, mais lui a permis de s'échapper. Tout le monde était surpris. Demandant qui il était, le garçon a répondu avec confiance « Je suis Bacaro ». Après avoir dit cela, Bac s'est transformé à nouveau, a dit au revoir à tout le monde, puis a volé vers le mur. Mais peu importe combien de temps il avançait, le mur ne montrait aucun signe de rapprochement, le rendant épuisé et le faisant revenir à sa forme humaine. Tout en se lamentant de sa faim, un garçon aux cheveux blancs est apparu. Il s'est présenté comme Kshubai, et la fille était Sin. Kshubai a exprimé sa surprise que Bae puisse maintenir sa forme Brehate pendant aussi longtemps que 5 heures. Le plus longtemps qu'il savait que quelqu'un pouvait le faire était seulement 2 heures. Kshubai avait auparavant écouté en cachette que Bae venait de l'autre côté du mur, alors il lui a demandé curieusement ce qu'il y avait là-bas. Bae ne pouvait également pas se souvenir clairement. Alors qu'il s'apprêtait à dire ce dont il se souvenait, Sin l'a interrompu avec colère, affirmant qu'il n'y avait rien du tout de l'autre côté. Kshubai a dit que le mur mesurait 10 000 mètres de haut et a expliqué qu'il faudrait 5 668 personnes de la taille de Bae empilées ensemble pour atteindre le sommet. Mais il semblait que la tête de Baek ne pouvait pas absorber cette connaissance, alors il frappa Subai au visage. Shunyen se précipita pour protéger son maître, mais Shubai bloqua son arme avec sa cuisse. Il utilisa sa chair pour apaiser Baek, puis suggéra qu'il l'aiderait à franchir le mur. Mais Baek devrait attendre quelques jours car Shubai devait recalculer. Après tout, lui-même ne savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté du mur. Baek accepta. Pendant ce temps, dans le village, Atli était soignée après la bataille. Lorsqu'elle se stabilisa, elle se souvint de Baek seul. Il ne pouvait pas franchir le mur, donc il devait le trouver et l'arrêter. Cependant, en sortant, elle vit Baek déjà endormi à la porte. Quant à Shubai, bien que Sin soit fâcheuse, elle ne s'immiscerait pas dans ses affaires. Elle lui rappela seulement que si l'empereur le savait, il aurait des ennuis. Les deux retournèrent rencontrer un général nommé Kyuki. Il demanda des nouvelles du deuxième Rakuo, mais Shubai évita le sujet et s'en alla. Le lendemain matin, Baek reçut des vêtements cousus par Bit en guise de remboursement. Il a reconstruit pour Bit une nouvelle maison pour remplacer celle qu'il avait détruite. Mais ce n'était rien de plus qu'un chien. Elsha doutait encore. Elle croyait que son amnésie était fausse et que tout ce qui se trouvait de l'autre côté du mur n'était qu'un jeu d'acteur. Après avoir échangé des regards avec le chef du village, elle reprit la chasse avec elle. Pendant qu'Atley restait sur le terrain de chasse, Elsha montra à Lomo le village d'Edja. Cet endroit était très petit. Les ressources n'étaient suffisantes que pour vivre au jour le jour. Atley était le shérif et s'occupait encore de nombreux orphelins. Il mourait progressivement, donc il ne pouvait pas laisser Bac rester ici, car il était considéré comme le Rakuo. Pourchassé par des bandits, il ne pouvait pas se permettre d'être attaqué comme la dernière fois. Bac demanda curieusement pourquoi il ne migrait pas simplement ailleurs. Elsha expliqua que parce que les deux nations, Reka et Ludo, étaient en guerre, il avait été extrêmement difficile pour eux d'atteindre cet endroit pour s'y installer. En entendant cela, Bac dit innocemment qu'il suffisait alors de passer au-delà du mur. Mais Elsha et les villageois ne croyaient pas qu'il y avait quoi que ce soit là-bas pour y vivre. Pendant ce temps, dans la république de Reka, Shubai assigna à Sin la tâche de surveiller Bac. Il lui a même donné le sceau pour rentrer dans l'archive interdite. Il ferait une copie et trouverait un moyen de franchir le mur. Avant que ce petit monde n'apprenne l'existence de Baek du côté de Ludo, l'anneau du bandit avait été ramené. Les fonctionnaires discutaient avec des mercenaires lorsque la princesse Finn est entrée. Il s'est avéré que Ludo avait utilisé des mercenaires pour récupérer Rakuo au lieu de l'armée. Pour maintenir leur image de nation pacifique, Finn voulait qu'il le capture à tout prix. Elle croyait qu'il était la clé pour maintenir la paix. Suivant le souhait de la princesse, ils ont contacté le seigneur gouvernant le territoire du village d'Agir. Mais il a refusé de laisser les soldats de Ludo se déchaîner sur ses terres. Cependant, le fonctionnaire a menacé de raser son territoire, alors il a cédé. Cet après-midi-là, les soldats du territoire d'Iki sont venus au village d'Edger. Et il a exigé que Baek soit remis. Mais Baek était déjà parti tôt. En entendant que le seigneur avait ordonné à ses soldats d'effacer le village d'Agir, le commandant a obéi, se transformant et commençant le massacre. Atley est une fois de plus intervenu pour l'arrêter. Mais comme elle avait un corps plus petit, le commandant l'a attachée et l'a jetée autour de lui. Dans la crise, Elsha a découvert une autre bague à l'intérieur du Rakuo. Elle s'est rapidement transformée, mais pour une raison quelconque, lorsqu'elle a atterri, elle est tombée dans un trou et a disparu. Atley a été étranglé et contraint de se détransformer. Pendant que Bit s'enfuyait, il a rencontré Baek qui n'était pas parti mais dormait dans le puits. Craignant que les villageois soient en danger, sans hésiter, il a mis la bague et s'est envolé pour frapper le commandant.
Pendant ce temps, sous terre, El-Shah a entendu une voix à l'intérieur du Brit lui demandant d'accepter d'être le pilote au-dessus. Lorsque Baek venait de battre le commandant, le sol a commencé à trembler et El-Shah est apparu portant un vaisseau entier. Lorsqu'elle s'est séparée, le vaisseau s'est arrêté au-dessus de Shubai. Kai avait appris l'existence de Baek par le péché. Il a interrogé Shubai, mais Shubai a dit qu'il enquêtait et avait trouvé quelque chose d'intéressant dans l'archive interdite. C'était un vaisseau avec le pouvoir de détruire le monde entier. Kai a soupiré, disant à Shubai de faire attention à ne pas être trop flagrant, parce que l'empereur commençait déjà à remarquer ses actions. Shubai a dit qu'il enverrait bientôt un rapport à Edgar. Bak a demandé avec enthousiasme à El-Shah de l'emmener au mur. Mais elle a refusé, parce qu'elle devait s'occuper des villageois. Peu importe combien il a essayé de la persuader, elle a toujours refusé. Pendant ce temps, Beit avait fait des arrangements avec le commandant. Cette nuit-là, tout le village s'est rassemblé pour capturer Baek. Et ils croyaient que leur seigneur ne voulait que lui, alors ils allaient le remettre pour assurer la paix du village. Baek a dit d'un ton somnolent qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Cependant, tard dans la nuit, Atli est venu secrètement libérer Baek. Elle ne voulait pas sacrifier quelqu'un pour son propre bénéfice, et elle ne croyait pas qu'un homme qui avait essayé de tuer tout le village les épargnerait s'il remettait Baek. El-Shah est apparu derrière, pointant une arme sur Atli. Baek a pris la parole pour l'arrêter, car il comprenait la gravité de la situation. Il ne fuirait pas et ne mettrait pas les autres en danger. Après tout, Baek ne voulait que rejoindre le mur sans affecter qui que ce soit. Puis il a demandé à Elsia si cet homme mentait, et s'il se retournait contre le village. Que se passerait-il alors? Elle avait le pouvoir de contrôler un navire entier, et pourtant, elle acceptait encore de s'accrocher aux autres de cette manière. Il se réveilla sans rien se souvenir de lui-même, mais il savait que s'il niait ses propres sentiments, alors rien de lui ne resterait. Le lendemain, tout le monde se mit en route. Baek était enfermé dans une cage, Atlet découvrit que sa bague avait également été prise. Réalisant que c'était une idée de Bititi, elle lui montra sa déception. À leur arrivée, le seigneur les accueillit joyeusement et montra aux villageois la terre qu'il avait promis de leur donner, les rendant très heureux. Après avoir complété la remise de l'homme et de la bague, les villageois partirent, tandis que Bit demanda à rejoindre l'armée. Il ne gagna rien ici car Atlet le détestait déjà. Lorsque les villageois partirent, Bititi tira des canons d'adieu. Cependant, le seigneur du territoire activa les bombes qui avaient été plantées, provoquant un glissement de terrain qui fit sombrer tout le navire. Il croyait que détruire le village des Gers était le meilleur moyen de sauver son territoire, car si les deux nations, Reka et Ludo, apprenaient l'existence de ce navire, elles n'hésiteraient pas à attaquer cette terre. Voilà la politique. Quand Bit réalisa qu'il avait été trompé, il était furieux, tandis que Baek criait aux éclats, rendant le commandant si en colère qu'il lui tira dessus. Lorsque le commandant eut l'intention d'envoyer Bititi dans la tombe avec le village, Baek lui lança une pierre. Bat saisit sa chance, reprit la bague et la lança à Bak, le suppliant de sauver son village. C'était tout ce dont Bak avait besoin. Il se transforma, emporta Bat et s'envola vers El-Shah, qui était en train de sombrer. Il ignora le fait qu'il l'avait trahi, car il était généreux par nature. Il encouragea El-Shah à se lever, car c'est seulement en comptant sur soi-même qu'on peut se sauver. Elle se redressa alors et souleva tout le navire pour échapper au danger. Le commandant ne voulait toujours pas abandonner, alors il se transforma et les poursuivit. Cette fois, Atli s'avança pour régler son vieux compte avec lui. Comme la dernière fois, elle fut attrapée et balancée. Mais au moment où il lui tira dessus, Atli renvoyait les balles vers lui. Lorsqu'il fut blessé, Bak se précipita, déchaîna une pluie de coups de poing et mit fin au commandant. Ensuite, tout le village retourna avertir le seigneur du territoire avant de partir. Cette fois, ils se dirigeraient de l'autre côté du mur, où ils étaient sûrs de trouver un endroit qui leur appartenait. Quant à Shubai, il informa l'empereur au sujet du mur et de l'arme de destruction massive. Sans mentionner Bak, il demanda même le droit de la détruire personnellement. 15 ans plus tôt, dans la république de Reka, dans un village affamé, des enfants étaient donnés à Reka car les villageois n'avaient ni argent ni nourriture. Parmi eux, Kai et Shubai. Cependant, au lieu d'accepter le destin de l'esclavage, les deux décidèrent de prouver leur valeur à la capitale. Et de là, ils devinrent les deux grands généraux qu'ils sont aujourd'hui. Kai vint souhaiter à Shubai du succès dans cette campagne. Tout cela pour la promesse du mur du Nord entre eux, dos à dos avec le groupe de Bak. El-Shah sortit une carte de Lingoland. La moitié occidentale était Reka, la moitié orientale Ludo. Autour se trouvaient quelques nations plus petites comme le territoire Iki. Ici, le groupe discuta d'un itinéraire sûr vers le mur. Le docteur suggéra de voyager vers le nord le long de la zone neutre nue où il y avait un chemin piéton entre Reka et Ludo. Comme c'était un terrain neutre, il y aurait aussi de nombreux marchands et ils pourraient échanger des fournitures nécessaires. Cela semblait raisonnable, donc tous étaient d'accord. La voix de Bak intervint soudainement, annonçant que l'armée de Reka avait déjà bloqué leur chemin et que c'était Shubai. Ensuite, Sin transmit un message de l'empereur au groupe de Béa, déclarant que quiconque osait penser à traverser le mur détruisait l'ordre de Langeland. Il n'autorisa pas de négociation et ordonna leur destruction. Le docteur les informa qu'ils se cacheraient à Bankia, une ville commerciale neutre dans le nord-est. Avec un plan en place,
Tous les trois, Bak, Elsha et Atli, se transformèrent et ils prirent la route. De l'autre côté, Xubai a déployé 4 mercenaires qu'il avait engagés. Ils se sont transformés et ont pulvérisé une sorte de gaz qui a immobilisé le navire. Xubai est ensuite venu parler à Bak, lui assurant que cela serait utile pour les deux parties, donc Bak devait simplement faire de son mieux. Il est ensuite parti, laissant les 4 mercenaires frapper. Après un bref échange de présentation, la bataille a commencé. Bak a été le premier à agir. Puis, Atli a utilisé son fouet pour lier le jaune, mais il l'a entraîné au sol. Bak s'est retourné pour la sauver, mais a été bloqué par le vent et l'eau des membres verts et bleus. Le rouge a également craché du feu, submergeant Bak. Voyant la situation unilatérale, Elsha a quitté le navire pour soutenir Atli. Mais le bleu a réussi à repousser Elsha et à maintenir Atli au sol. Bak était toujours frappé par les attaques élémentaires du trio. Sa bouche forcée à se fermer lorsqu'il était mis à terre, ils l'ont assailli et se sont vantés de leur force unie. En entendant le mot « unité », Bak s'est souvenu de quelque chose. Il a alors utilisé une nouvelle capacité, créant des clones. Bak a créé 4 clones et ensemble, ils ont vaincu les 4 frères surhumains. Il s'est également épuisé considérablement en créant les clones. À ce moment-là, Xin ordonna à toute l'armée d'entourer le groupe de Bakek, commandant leur anéantissement. Mais Xubai intervint, provoquant des explosions de brillettes et d'armes les unes après les autres. Il emprisonna ensuite Xin et se rendit auprès du groupe de Bakek. Xubai se rendit et devint volontairement prisonnier des brillettes. Après avoir observé la bataille, il conclut que Bakek était digne qu'il les rejoigne. Raisonnant que pour traverser le mur, ils auraient besoin d'un cerveau intelligent et Xubai se consacra à ce rôle. Il dit à Xin de retourner et de rapporter à la capitale qu'il les avait trahis. Xubai confia la tâche d'escorter Xin aux mercenaires et partit avec le groupe de Bakek. Xubai fut ensuite ligoté pour interrogatoire. Bien qu'il n'ait aucune intention hostile, Bained ne lui faisait pas confiance car il avait déjà été trompé une fois auparavant et ne pouvait pas facilement faire confiance à nouveau. Xubai réalisa que cela serait très difficile. Lorsque Xin revint, elle rapporta en larmes à Kai que Xubai les avait trahis. L'histoire revint alors 10 ans en arrière, lorsque Rakuo commença à apparaître. Kai et Xubai avaient été envoyés comme s'ils étaient des esclaves. Grâce à l'esprit calculateur de Xubai, les deux trouvèrent rapidement le site du crash d'un Rakuo. Cependant, un groupe de soldats arriva en premier, ayant l'intention de l'utiliser pour déclencher une rébellion. À ce moment-là, Kai les combattit seul. Mais lorsque l'armée régulière de Rekka, dirigée par Thea, arriva, il jugea Kai et Xubai également comme des rebelles et ordonna leur exécution. Xubai dut utiliser sa main pour bloquer une attaque destinée à Kai. Puis l'empereur apparut et s'intéressa à eux deux. Revenant au présent, Kai se rendit personnellement chez Xubai, souhaitant comprendre pourquoi son ami avait agi ainsi. De retour avec le groupe de Baek, Xubai et le docteur Sola travaillèrent ensemble pour étudier et activer le vaisseau. En examinant le panneau de contrôle, Elchi signala un ennemi. Cette fois, il n'y avait qu'une seule personne, et c'était Kai. Il se transforma alors, bloquant à lui seul tout le vaisseau. Ne s'arrêtant pas là, Kai vola vers Alsha, la força à quitter le vaisseau et l'attaqua avec une décharge qui la ramena à sa forme humaine. Kai appela Xubai à se confronter à lui, exigeant de savoir pourquoi Xubai avait abandonné Rekka. Mais maintenant, Xubai avait trouvé un nouveau navire. Kai demanda avec colère ce qu'il en était de leur promesse, mais Xubai répondit douloureusement qu'à partir de maintenant, Baek et ce navire étaient son nouveau rêve. Après les mots de Xubai, Baek sortit également, se transforma et chargea Kai. Kai lia Baek avec sa lance enflammée et le fit tourner. Baek créa rapidement des clones pour attaquer sous plusieurs angles, réussissant à porter un coup à Kai. Mais Kai saisit le bras de Baek et libéra de l'énergie de sa poitrine, faisant tomber Baek. Elsha et Atley se précipitèrent pour soutenir, mais Xubai s'avança pour les arrêter. Il dit à tout le monde de cesser de se transformer et alla parler avec Ki. Les deux conversèrent et Ki se souvint de leur ancienne promesse. 5 ans plus tôt, lors de la première transformation de Kai, il était déjà différent des autres. Ainsi, l'empereur le valorisait beaucoup. 3 ans plus tard, grâce à son talent, Ki fut promu général tandis que Xubai devint astrologue en chef. Pendant 1 an, les deux avaient promis de changer leur nation ensemble. Ki avait une fois coupé son bras, beaucoup imitant la blessure que Xubai avait subie pour lui, et c'était leur promesse commune. Mais le bras de Xubai avait depuis guéri et il ne se souvenait de rien de cette promesse. Enragé, Kai saisit Xubai. Xubai répondit que Kai ne voulait que changer leur nation, tandis que lui voulait changer le monde entier. Et pour cela, il plaça son lit sur le dos au lieu de Kai. En entendant cela, Kai ne souhaitait plus parler. Il dégaina son arme et déclara Xubai ennemi de Rekka. À ce moment-là, Bit tendit une embuscade à Kai, mais d'un seul coup de main dans le ventre de Bit, ce dernier fut instantanément vaincu. Kai se tourna alors vers Xubai, s'approcha de lui calmement et abaissa son épée. Mais Bek protégea rapidement Xubai. Kai frappa, brisant l'arme de Bek, mais Bek réussit tout de même à tirer, créant un écran de fumée suffisant pour se transformer.
Xubai se transforma également pour continuer le combat, mais Xubai l'en empêcha. Il fut alors tiré un coup de feu d'avertissement dans le ciel. Kai se moqua, mais Shin ne le fit pas, parce que la balle atteignit jusqu'à la capitale. Kai avait du mal à y croire, alors Xubai tira un autre coup près du palais. Kai, frustré et furieux de ne rien pouvoir faire, laissa derrière lui un défi, déclarant qu'il reviendrait, puis s'en alla. Tout le monde poussa un soupir de soulagement d'avoir échappé au danger, tandis que Xubai révéla que la blessure sur son bras était toujours là. Il ne l'avait caché que pour tromper Kai. En fait, Xubai lui-même ne savait même pas jusqu'où pouvaient tirer les canons du navire. Le docteur Susola expliqua qu'auparavant, il n'avait libéré que du gaz, et l'explosion était due au fait que Xubai avait placé des bombes dans la capitale à l'avance. Peu à peu, tout le monde commença à faire confiance à Xubai, et ils poursuivirent leur voyage, avant que Kai ne puisse réaliser la tromperie. À Oreka, l'empereur reçut des nouvelles de Théa que Kai avait échoué à détruire le navire et à exécuter Xubai. Il ordonna que Kai soit interdit de recevoir d'autres missions et prépara une punition pour lui. Dans les jours qui suivirent, Xubai étudia le système du navire et réussit à le faire fonctionner sans El-Sha, bien qu'il ne puisse voler que tout droit et rien de plus. Même ainsi, cela donna à El-Sha le temps de se reposer avant de piloter à nouveau. Pendant qu'El-Sha récupérait, tout le monde explorait l'intérieur du vaisseau de guerre. Il avait tout, des salles de classe aux armes. Pendant ce temps, à Oreka, Kai se disciplina après son échec. Le ministre de la Défense vint lui parler, l'informant que la nuit précédente, l'empereur était parti pour réprimer le rebelle à l'ouest, laissant Théa avec la plus haute autorité dans la capitale. Il annonça également que la punition de Zin arriverait dans 3 jours, mais insinua que pendant ces 3 jours, Zin pourrait agir librement dans la capitale. En entendant cela, Sin partit immédiatement, et le ministre, ayant terminé sa part, s'en alla également. Dans les jours suivants, le groupe de Baek continua de voyager et de camper. Ils traversèrent bientôt le territoire de Ludo et entrèrent dans la région autonome de Walston où les défenses étaient très laxistes, leur permettant de passer. Xubai devina que Sin avait 3 jours pour enquêter sur son stratagème, ils utiliseraient donc ce temps pour atteindre le mur. Ils poursuivirent leur chemin et une nuit, El-Sha aperçut un Bright bloquant leur vaisseau de guerre. Il exigea que le navire s'arrête, mais El-Sha répondit qu'il ne pouvait pas simplement s'arrêter à volonté et s'il ne voulait pas mourir, il devait se déplacer. En entendant cela, le Bright tenta de bloquer le navire et tout le monde pensa qu'il pouvait être aussi fort que Kai. Mais Baek apparut et le sauva juste à temps, avant qu'il ne soit écrasé. Même après avoir été sauvé, le garçon attaqua encore Baek. Baek dut donc le jeter de côté, le ramenant à sa forme humaine. Bright le vit et le complimenta pour sa mignonitude, ce qui fit lancer un regard noir à Atli. Le garçon s'effondra ensuite de fatigue. Le groupe le ramena à l'endroit qu'il avait mentionné, une terre appelée la ferme des beaux garçons. Là, un garçon nommé Braek sortit et leur parla tous. Au début, ils étaient méfiants, mais lorsque Baek sortit de la nourriture, ils baissèrent leur garde. Baek était curieux de savoir pourquoi les gens là-bas brillaient, et Bra expliqua qu'ils étaient du bétail du seigneur Walston. Sola examina les enfants et découvrit une vérité horrifiante. Leur cerveau était faux, ce qui signifiait qu'ils vivaient comme s'ils étaient déjà morts. Quelqu'un ajouta qu'une fois par mois, des élus étaient emmenés dans un laboratoire, et lorsqu'elles revenaient, ils étaient dans un état terrible. Beaux garçons était le surnom donné au bétail. Ils étaient à l'origine des enfants de villages pauvres vendus à Walston. Mais après avoir été témoin des abus brutaux subis par ses amis, Bra se révolta, vola une bague et devint un Bra-Hit. Il prit ensuite le contrôle de la ferme comme dernier refuge, car il n'avait nulle part ailleurs où aller. Chuba y pensait que c'était assez normal dans la façon dont les nations utilisent les pauvres. Ludo faisait des expériences, Reka les utilisait comme esclaves. Baek écouta puis suggéra que le groupe de Bra le rejoigne au mur, où il pourrait trouver une vie meilleure à l'extérieur. Mais alors qu'ils étaient encore hésitants, Bra, le seigneur Walston, attaqua la ferme. Baek s'avança et chassa facilement les hommes du seigneur. Ce soir-là, tout le monde a mangé ensemble, mais Bru était assis seul, dans la tristesse, se blâmant d'être trop faible pour protéger qui que ce soit. Voyant que des mots de réconfort ne serviraient à rien, Bru est parti avec Xubai pour faire quelque chose plus tard. Les 3 d'entre eux, Xubai, Bru et Bit, sont allés directement confronter Lord Walston. Et le lendemain matin, ils avaient rejoint Walston pour préparer l'attaque de la ferme du beau garçon. Walston a accepté de rendre une carte de Ludo s'ils aidaient. Et ils ont même apporté de nombreuses bagues pour préparer le raid. Bru, bien que très effrayé, ne pouvait pas rester là à accepter la mort aussi. Il est donc sorti seul pour affronter Beck. Bru s'est transformé et a commencé à libérer de la fumée autour de lui, puis il s'est précipité pour attaquer Beck. Pendant que Bru gagnait du temps, le reste du groupe des Beaux a commencé son mouvement. Xubai a signalé que ce groupe devait être trouvé. Ensuite, ils ont frappé Beck pour lui arracher la bague de Walston. Puis, ils se sont tous transformés ensemble. Une fois cela fait, le groupe de Beck a également retourné la situation. Mais la carte n'était plus nécessaire, car Xubai l'avait mémorisée après un seul coup d'œil. En fin de compte, le seigneur a été vaincu avant le groupe des Beaux. Une fois que c'était terminé, le groupe Back a dit au revoir à Bright et est parti, poursuivant son voyage vers le mur. Aujourd'hui, Bit et Xubai ont convenu de donner à chaque Bright un nom personnel, car cela aiderait à les individualiser et renforcer la confiance.
Après avoir choisi les noms, Shubai les a rappelés à la question qui les préoccupait, car il semblait que les gardes du Norton Reka avaient les yeux rivés sur leur navire sous le commandement de Bai, le général du Nord. Selon Shubai, se battre dans la zone neutre était interdit par le traité de la route de la caravane. Si Reka ne voulait pas de problème, ils devaient rester éloignés de leur navire. C'était aussi pourquoi leur destination était l'endroit où le mur se connectait à la zone neutre. À ce moment-là, les enfants sont venus en courant pour appeler Elsha et Atli, car les anciens du village avaient quelque chose à dire. Il s'est avéré que l'ancien du village avait décidé d'emmener la moitié des gens, craignant que s'ils détruisaient le mur, il serait maudit. Cependant, Elsha et les enfants ont tout de même décidé de continuer. Pendant ce temps, à Ludo, Lord Walston avait été convoqué après l'incident. D'abord, il avait désobéi aux ordres et attaqué le navire du groupe Back alors que la princesse avait souhaité qu'il soit ramené pacifiquement. Ensuite, il avait expérimenté sur des enfants innocents. Il a essayé de se justifier, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle a déclaré que c'était la dernière fois qu'elle laisserait passer cela, et s'il répétait, il y aurait des conséquences pour lui. Après avoir dit cela qu'elle est partie, Lord Walston a pensé qu'il avait échappé au désastre et était ravi. Mais en sortant, il a été arrêté et a eu un bras coupé pour avoir osé décevoir la princesse. Celui qui a fait cela était le commandant Prax, un autre fidèle aide de la princesse Fine. Elle s'est ensuite réunie avec 2 autres aides de la princesse pour discuter. Elle savait que les deux n'avaient toujours pas réussi à amener le navire du groupe Bake à la princesse. Alors cette fois, Prax elle-même irait sur le champ de bataille pour le faire. Quant au groupe Bake, ils étaient enfin arrivés près du mur. Bake s'est transformé avec empressement en Breit et a chargé pour briser le mur. Mais c'était trop solide. Même avec le soutien d'Atlee, rien ne fonctionnait. Le général Bai avait très envie d'attaquer, mais T ne le permettait pas de peur que le navire du groupe Bake puisse attaquer la capitale de loin. Il croyait encore que le bluff de Shubai était réel. Juste à ce moment-là, Zin avait enquêté et trouvé les bons que Sugbei avait plantés pour les tromper. Le ministre l'a rapporté à Théa. Bien qu'il sache qu'ils avaient été trompés, T ne se pressait toujours pas à agir, parce que le navire du groupe Beck était toujours dans la zone neutre. S'ils attaquaient, cela romprait le traité avec Reka et Ludo. Bai était extrêmement frustré de ne pas pouvoir agir dans le backgroup. Xubai utilisa Elsha combiné avec le navire pour tirer un canon sur le mur, mais le résultat échoua encore. À ce moment-là, des moteurs apparurent sous le mur, projetant le navire du backgroup. Ils étaient poussés vers le territoire de Reka. Bai ordonna immédiatement une attaque. Baek et Atlee sortirent pour combattre Bai afin de repousser le navire vers la zone neutre. Cependant, Bai avait ordonné à ses soldats de répandre de la fumée, comme la dernière fois, pour empêcher le navire de bouger. Ensuite, ils envahirent le navire pour attaquer. Atlee se retira pour défendre, tandis qu'Elsha maintenait sa position, attendant les ordres de Xubai. Baek luttait contre le marteau de Bai. Pendant que Bai balançait son arme, elle fut arrachée par un Breit qui était celui de Prak. Elle se présenta comme une ambassadrice de Ludo. Bai considérait cela comme une violation du traité, mais Prax affirma qu'elle n'avait pas encore touché le sol. Donc, cela ne comptait pas comme une violation territoriale. Ce peu de temps était déjà suffisant. Shubai relâcha du gaz depuis le vaisseau pour dissiper toute la fumée et annuler son effet. Elsha manœuvra rapidement le vaisseau pour le ramener dans l'espace aérien neutre. Bai était furieux, mais ne pouvait rien faire. Tsu, observant également, lui ordonna de se retirer. Prax rencontra alors directement tout le groupe Bak. Elle transmit le message de la princesse, disant que la princesse souhaitait les rencontrer, et que la question de la rupture du mur était également un sujet que la princesse souhaitait aborder. Elsha, pensant aux villageois, décida de les accompagner. Mais Baek ne le fit pas. Il ne voulait compter sur personne et trouverait un moyen de briser le mur lui-même. Prax ne le pressa pas. Elle escorterait d'abord les villageois, puis reviendrait pour persuader Baek. Il se sépara alors temporairement du groupe d'Elsha et commença à briser le mur seul. Pendant ce temps, Kai et Sin commençaient également leur plan pour faire regretter à Shubai ses actions. Sur le navire, Prax a brièvement présenté Ludo. Le pays était actuellement dirigé par 6 nobles, avec la princesse Fine, une pacifiste, comme leader actuel. Une fois qu'elle eut fini d'expliquer, le navire avait déjà pénétré dans le territoire de Ludo. Atlee demanda à Elsha s'il était vraiment acceptable de laisser Bayek derrière et elle répondit qu'il allait bien, puisque le docteur Sola restait également avec Bayek. Tout le monde entra alors dans la capitale. Au milieu des acclamations du peuple, la princesse accueillit les villageois dans son pays. Pendant ce temps, dans l'ouest de Reka, l'empereur venait de terminer de s'occuper de l'armée rebelle. De retour au groupe d'Elsha, les villageois furent invités à un festin somptueux, tandis qu'Elsha et Atlee allèrent se baigner. Tous deux étaient émerveillés par la splendeur de cet endroit, et ils rencontraient également la princesse là-bas. La princesse promettait d'offrir un abri aux villageois d'Elsha. Cependant, après une journée fatigante à frapper, le mur n'avait toujours rien accompli. Mais c'était la seule chose qu'il pouvait faire sans dépendre de personne. Il voulait découvrir son passé, donc il souhaitait retourner de l'autre côté du mur. Bake a demandé pourquoi Sola n'était pas allé voir Ludo, et le médecin a répondu qu'il avait ses raisons. Pendant qu'il parlait, Sola a soudainement reculé. Bake s'est retourné et a vu Prax se précipiter, et elle a attrapé Bake, disant que puisqu'il refusait de revenir, elle n'avait d'autre choix que d'utiliser la force. Bake n'était pas prêt à céder.
Il s'est transformé et par coïncidence, il voulait aussi profiter de l'aptitude de vol de Prax. Il a créé des clones et les a tous lancés vers le haut, puis les a utilisés comme ancre pour se propulser vers Prax. Bake l'a ensuite forcé à le porter au-dessus du mur. Prax n'a pas résisté, mais a obéi et l'a emmené en haut. Plus il montait, plus les nuages devenaient denses. Lorsqu'ils ont traversé la couche de nuages, ils ont été soudainement attaqués. Des dispositifs qui empêchaient quiconque de voler trop haut. S'ils continuaient, les dispositifs déchargeraient de l'électricité pour les tuer tous. Ainsi, la tentative de Bake de franchir le mur était impossible. Pourtant, Bake refusait de l'accepter et a essayé de se propulser vers le haut, mais Prax l'a tiré en arrière et l'a fait tomber. À ce moment-là, Rakuo est apparu. Bak saisit l'occasion de s'y accrocher et de s'échapper. Pendant ce temps, Shubai avait rencontré 2 des aides de la princesse. Ils se connaissaient déjà d'avant. Tous deux voulaient que Shubai révèle le secret d'Oreka. Il accepta à condition qu'il lui permette de voir le processus d'amélioration de Breakite. En ce qui concerne la capacité de Prax à voler, Shubai souligna qu'il s'agissait d'une avancée majeure. Il nota également qu'actuellement, seuls Prax et Ludo pouvaient voler, mais il dit que s'ils participaient au processus d'amélioration, tous les Breakite pourraient voler. Shubai reçut ensuite également des nouvelles de l'apparition de Rakuok. Bak avait été capturé à nouveau tandis que le docteur Sola restait au mur, essayant toujours de le briser. Les villageois se réjouissent en apprenant qu'ils étaient autorisés à rester à Ludo. Bak fut ramené par Prax et Bid observa de loin. Il suivit les instructions de Shubai et lui fit un rapport. Après avoir reçu les nouvelles, Shubai demanda à partir en premier. Alors qu'il était escorté à l'extérieur, Bid tenta de tendre une embuscade aux soldats, mais fut contre-attaqué par 2 personnes. Des gens. Shubai les a ensuite choqués avec de l'électricité. Pendant ce temps, Bake était soumis à des expériences. Ils l'ont électrocuté à plusieurs reprises pour tester s'il était un humain normal. Bite et Shubai ont tout vu. Shubai a ordonné à Bite de tirer sur le bouton rouge pour libérer Bike, lui disant de viser soigneusement. S'il ratait, Bite mourrait. Mais Shubai survivrait puisque Ludo avait encore besoin de son cerveau. Bien qu'hésitant, Bite, voyant Bike en agonie, a rapidement agi. Il a réussi à tirer sur le bouton. Bike s'est libéré et a électrocuté le professeur pour qu'il puisse ressentir sa propre douleur. Shubai a lancé de la fumée pour créer une voie d'évasion pour Bike. Les 3 ont réussi à s'échapper. Mais avant qu'ils ne puissent se réjouir, Prax les a poursuivis. Bike a combattu Bike et en quelques échanges, il a tranché le masque de Prax. Pourtant, de manière inattendue, ce n'était pas Prax, mais la princesse Fine elle-même. En réalité, c'était sa 2e personnalité. Elle a dit que quiconque verrait son vrai visage ne serait pas autorisé à vivre. Shubai a lancé Smook pour se retirer. Il ne pouvait pas nuire à la princesse, car s'il le faisait, tous les villageois seraient à nouveau expulsés. Tous les 3 continuaient à courir, tandis que la princesse les poursuivait dans une folie. Juste à ce moment-là, Prax est apparue. Elle a demandé la permission d'éliminer le groupe Beck à la place de la princesse. En entendant cela, la princesse a accepté et est partie en premier. Prax a alors dégainé son épée pour accomplir la tâche, car quiconque connaissait ce secret devait être réduit au silence. Beck ne pouvait finalement pas vaincre Prax. Il venait d'être sévèrement battu. Il s'est transformé pour porter Shubai et a mordu. Prax a immédiatement appelé l'armée à agir. Pendant ce temps, Elsha a arrêté Atlé lorsque son ami a essayé de partir pour aider. Mais Atlé avait déjà fait son choix. Elle a dit qu'Elsha avait trouvé un refuge pour les villageois et était leur leader, donc sa place n'était plus ici. Elle voulait aider à accomplir la destruction du mur. Mais Elsha a essayé de garder Atlé avec elle. Elle a dit que tout s'était passé trop vite. Soudain, Bak est apparu dans le village, plongeant tout dans le chaos. Puis elle a fusionné avec un vaisseau. Elsha subissait une pression énorme en tant que chef, s'occupant de nombreuses personnes, et elle avait besoin de quelqu'un à qui se confier, comme Atlé. Alors que toutes deux étaient émotionnelles, la bataille entre Bak et Prax s'est tendue là. Prax a continué sa tactique d'attaquer par le haut. Bak ne pouvait pas créer de clones puisque Bit et Shubai étaient présents, mais il a pensé à une autre façon. À la surprise de tous, Bak a agrandi sa main pour attraper Praxis, semblant victorieux. Mais Prax a utilisé une technique pour le repousser, le forçant à revenir à sa forme humaine. Elle a ensuite commencé à exécuter les 3. À ce moment-là, Sula est revenu. Et de manière choquante, Prax l'a appelé son frère aîné. En effet, Sula avait abandonné la princesse et laissé Ludo. La personnalité éclatée de la princesse était également causée par lui. Il est donc parti à la recherche d'un remède pour elle. Sula a dit qu'à l'intérieur du vaisseau, il y avait un médicament pour guérir la princesse et qu'il avait besoin de Shubai pour comprendre. Quant à Bayek, c'était quelqu'un capable de neutraliser les briettes sans tuer leur pilote. S'il pouvait étudier comment il faisait, il gagnerait la faveur du peuple. En ce qui concerne Briette, Sula a admis qu'il ne connaissait pas sa valeur. BTT devait se défendre, affirmant qu'il était le secrétaire de Shubai et que sans lui, Shubai ne pouvait rien faire. Sula a accepté de laisser Bit vivre. Tout cela semblait raisonnable, mais Prax a dit que les ordres de la princesse étaient absolus, donc elle ne permettrait à personne de vivre. Comme les mots ne fonctionnaient pas, Sula a utilisé un flash pour les aider à s'échapper. Une fois en sécurité, les 3 ont interrogé Sula à ce sujet. Le docteur a révélé que son vrai nom était Werner Mulstu, autrefois membre du Ludos Supreme Armored Corps. Il y a 5 ans, le souverain est mort subitement, laissant le trône vacant.
Parmi 40 princes et princesses, la princesse Finn a été choisie. Elle a été contrainte de régner et n'a pas pu résister. Finn était une personne libre d'esprit, comme un oiseau s'élevant dans le ciel. Et de ce souhait, Lee et Prax ont sans cesse recherché et développé des choses capables de voler. Mais un jour, alors que Prax volait avec la princesse, Werner les a abattus, blessant gravement Finn. Il l'a fait uniquement pour qu'elle se concentre sur son règne, peu importe si elle le détestait. Peu de temps après que Finn ait officiellement accédé au trône, les choses étaient stables pendant un certain temps, jusqu'à ce que la princesse développe une seconde personnalité. Au début, seuls Lee et Prax le savaient, mais d'une manière ou d'une autre, ces deux aides l'ont découvert. Ils l'ont empoisonné en punition. À ce moment-là, Werner a décidé d'abandonner Ludo. Il est devenu médecin et s'est mis en quête d'un remède pour la princesse. Après avoir entendu l'histoire, les trois ont compris Werner. Ils ont ensuite discuté de leur prochaine démarche. Le lendemain, l'empereur retourna à Rekka. Il déposa celui-ci et le força à rendre toute la richesse qu'il avait accumulée. L'empereur déclara que Rekka se préparait à conquérir Ludo. Kaya fut personnellement gracié par l'empereur et lui et Sin se rendirent sur la place pour voir l'empereur exécuter publiquement le général rebelle. Il fit preuve de sa puissance en donnant au général une bague pour se battre avec lui, tandis que lui-même n'avait pas besoin de se transformer, il lui suffisait de cela. En un instant, l'empereur lança une frappe immensément puissante qui oblitéra le général. Il leva ensuite la voix, déclarant la guerre à Ludo dans les cieux. Rekka dévorerait tout. Pendant ce temps, le groupe d'Elsha avait été capturé et leur bague confisquée. La princesse Finn venait à peine de se remettre de ce qu'elle venait de faire lorsque l'empereur de Rekka appela, l'informant que dans seulement un jour, Rekka lancerait son invasion de Ludo. Un jour suffisait à Ludo pour se rendre, immédiatement. Finn changea de personnalité et défia l'empereur, disant que s'il était si puissant, alors qu'il vienne les engloutir lui-même. Après la fin de l'appel, elle ordonna à tout le monde de se préparer immédiatement et d'informer la population. Werner, qui était parti en reconnaissance, entendit également la nouvelle et revint pour la rapporter au groupe. Shubai comprit quelque peu, mais réprimanda Werner d'avoir été assez imprudent pour se faire suivre. Et tout de suite, un soldat apparut pour arrêter les quatre. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse se passer, une autre silhouette se présenta, demanda au soldat de partir et accueillit Werner en disant que le seigneur l'attendait dans la voiture. Shubai demanda qui était ce seigneur, et Werner répondit que c'était quelqu'un que même Ludo n'osait pas s'opposer. Arrivant au palais dépravé, ridicule, le groupe fut conduit devant un homme corpulent que Werner présenta comme l'arbitre de la sélection, l'un des 6 plus hauts dirigeants du continent, celui qui choisit le trône du roi. Il loua Werner d'avoir ramené des personnes si intéressantes. Le cerveau de Rekka est quelqu'un d'au-delà du mur. Contrairement aux autres, qui étaient méfiants, Baek s'avança courageusement pour faire face à l'arbitre, disant que tous ceux qu'il rencontrait irradiaient de fortes émotions, mais de l'arbitre, il ne ressentait rien du tout. En entendant cela, l'arbitre libéra son pouvoir comme si l'anneau lui-même était à l'intérieur de son corps, dégageant une pression énorme, et avoua qu'il se vautrait dans le plaisir pour se rendre délibérément engourdi, car s'il devenait sérieux, il pourrait détruire le monde entier. Cela amena Werner à se demander si son pouvoir avait dépassé le contrôle, ou s'il y avait quelque chose de plus caché à ce moment-là. Le secrétaire suprême Pet apparut, rapportant la déclaration de guerre de Rekka. L'arbitre révéla calmement qu'il était lui-même celui qui avait choisi Fine pour monter sur le trône, et admit en outre que les autres princes et princesses qui auraient dû être tués pour éviter le chaos, il les avait épargnés en les gardant comme serviteurs. Le plus choquant de tout, il avoua que lorsque Fine avait subi son accident chirurgical, il avait transfusé son propre sang pour la sauver, croyant que sa volonté inflexible la rendait digne d'être reine, et que cela pourrait être la cause de sa seconde personnalité. Werner et les autres étaient horrifiés, car si c'était vrai, alors son alter ego violent provenait de l'arbitre lui-même. À ce moment-là, Pet a également rapporté qu'il ne pouvait pas empêcher l'ordre d'exécuter les villageois d'Elsha, et Elsha a été amené. Finn lui a ordonné de se battre dans un duel Briaid contre Prax pour prendre le contrôle du navire. Finn a menacé que si Elsha refusait de se battre, les villageois seraient massacrés, en commençant par ses amis, puis les vieux, puis les enfants, se moquant même que si Elsha se soumettait, elle couperait les jambes de Briaid et l'installerait comme figure de proue à l'avant du navire. Coincée, Elsha devait choisir entre mourir, vivre en étant estropiée, ou laisser tous les villageois mourir. Furieuse mais inflexible, elle exigea que si elle gagnait, les villageois devaient être libérés. Finn accepta avec un rire moqueur, certain que Prax l'emporterait. Prax se transforma et attaqua sans relâche, tandis qu'Elsha, malgré son entraînement, était écrasée sous la pression écrasante, encaissant coup après coup, n'étant pas à la hauteur de Prax qu'elle ne pouvait même pas battre. Pendant ce temps, en route pour la sauver, Baek fut intercepté par l'élite blindée de Ludo, 5 contre 1 dans un espace confiné qui l'empêchait de se cloner.
Dans ce moment de désespoir, il réalisa qu'il devait s'élever dans les cieux pour percer en forme Briaide. Il débloqua la capacité de voler, un exploit que même les soldats de Ludo n'avaient jamais accompli, puis s'envola vers Elsha. Dans l'arène, les assauts de Prax percèrent chaque faille, et bien qu'Elsha peignait à respirer, elle ne faiblit jamais, poursuivant de près au point que Prax admit son esprit en tant que véritable leader. Juste au moment où le coup final allait frapper, Baek arriva, bloquant l'attaque et suppliant de prendre sa place contre Prax. Mais Elsha l'arrêta, affirmant qu'elle avait promis à Finn que si elle gagnait, les villageois seraient libérés. Elle devait donc finir ce combat elle-même. En entendant cela, Baek jura de se racheter d'avoir été distrait par le mur plus tôt, déclarant qu'il deviendrait son épée. Il lui rappela ces mots, seule elle pouvait se sauver, il pouvait seulement l'aider. Baek s'est transformé en l'arme Muga que Elsha pouvait manier, mais son poids considérable ralentissait ses attaques. Cependant, Baek a tiré des propulseurs depuis le pommeau de l'épée, la faisant tourner en continu. Bien que difficile à contrôler, cela a considérablement augmenté sa vitesse et sa puissance. Elle a trompé Prax en se concentrant sur une attaque aérienne, puis a tranché avec une coupe fulgurante qui a fendu la hauteur de Prax en deux sans la tuer, grâce au trait spécial de Baek qui a mis fin au duel avec honneur chevaleresque. En voyant cela, la princesse Fine semblait dessus et déclara qu'elle s'occuperait des choses elle-même. Elle ignora sa promesse et commença à se transformer, mais son moi bienveillant émergea pour l'arrêter. Fine se confronta à elle-même, admettant qu'elle avait toujours craint à la fois la guerre et sa propre nature cachée derrière le persona violent. Elle résolut maintenant d'accepter toutes les conséquences sanglantes qu'elle avait causées et d'embrasser l'amour comme son nouveau principe directeur. Utilisant l'anneau, elle scella son moi violent et permit à son moi aimant de prendre le dessus de manière permanente, s'excusant auprès de tous, en particulier d'Elsha, pour ses mots cruels. L'arbitre de la sélection observa et fut satisfait de ce résultat. Cependant, Fine admit avec tristesse que la guerre ne pouvait être évitée car les rouages étaient déjà en mouvement. La faute lui revenait et elle porterait la responsabilité. Lorsque Elsha entendit que Fine avait choisi Lislov comme mode de vie, elle tendit la main, proposant une alliance égale puisque Rekka les chassait toutes les deux, expliqua que la voie de l'amitié d'Edger était la confiance rendue par la confiance. Ravi, Fine accepta et embrassa ses nouveaux espoirs. À Rekka, l'empereur Zetsu rassembla son peuple sous la bannière de la volonté du mur. Les soldats rugirent à l'unisson, et il chargea au combat avec ferveur. Le péché reçut une bague, et Kai la place à main droite, jurant de réduire Ludo et Chouchou à néant au prix de la trahison. Dans Ludo, Fine voulait confesser ses péchés, admettant que son persona violent avait déclenché la guerre. Mais le secrétaire suprême Pet exhorta à garder le secret pour éviter la panique et se concentrer sur la victoire, insistant sur le fait que c'était le seul chemin vers l'expiation. Dans la chambre de recherche, Xubai analysait la technologie de Ludo, théorisant que le Brirate provenait de particules de foie, un nanométal liquide dans la Terre qui réagissait à la croyance, la bague n'étant qu'un amplificateur. Ludo tentait de créer des bagues artificielles. Xubai suggéra d'ajuster le circuit spirituel, d'augmenter la sensibilité et de simplifier la structure, déclenchant une épiphanie chez l'ingénieur Daimin, qui surmonta immédiatement les obstacles. Pendant que Daimin était absorbé par les modifications, Xubai glissa discrètement 2 bagues dans sa poche, comme paiement. Plus tard, Fine appela Elshia et Atli, confessant en privé qu'elle craignait toujours la guerre et doutait d'elle-même. Mais Elsha lui rappela qu'elle avait déjà conquis son obscurité intérieure et que l'alliance était née grâce à elle. Entendant cela, Fine demanda si elle pouvait être amie après la guerre. Elles lui assurèrent qu'elle l'était déjà. Lors du conseil de guerre, Prax rapporta que l'armée de Ruika surpassait celle de Ludo par 3 à 1 et que les canons de cluster à Cibo avaient été sabotés par des commandos et étaient en réparation. Xubai affirma que Zetsu ne frapperait pas les points faibles, mais attaquerait plutôt la frontière de Viola la plus proche de Maestrog, où les canons étaient quadruples et le terrain étroit, car Zetsu ne voyait la victoire qu'en écrasant Ludo à son maximum. Néanmoins, le groupe Bax prendrait leur navire pour garder Cibo par précaution. Avec la campagne lancée, les villageois restèrent dans la capitale de Ludo. Prax rendit visite à Werner, lui demandant de retourner au combat, mais il refusa, toujours tourmenté par le jour où il avait accidentellement tiré sur la princesse. Furieux, Prax se moqua de lui, se demandant s'il était même encore en vie, et exigea qu'il se batte pour Finn. Pendant ce temps, Xubai parla en privé avec Bak, disant que son apparition avait brisé l'équilibre fragile du monde et que la guerre détruirait à la fois Ludo et Rekka. Par la suite, Baek unirait Lingoland, fusionnant la puissance de Rekka avec la technologie de Ludo pour enfin défier le mur. Baek répondit qu'il devait d'abord gagner à Cibo, car leur pire ennemi apparaîtrait sûrement là-bas. Comme prévu, au canyon de Biola, les généraux de Rekka apparurent, le général occidental Go et le général nordique Bai. Menant l'offensive, Prax conduisit la brigade blindée de Ludo dans le ciel pour les confronter. Pendant ce temps, à la frontière de Cibo, le groupe de Baek tomba dans une embuscade tendue par Sin et Kai. Baek retourna sur le champ de bataille, laissant Atli seul pour surveiller le navire. Sin sortit pour combattre Baek afin que Kai puisse poursuivre et capturer Xubai. Xubai ordonna à Baek de retenir Sin pendant que le navire nécessitait qu'Elsha percute l'encerclement et maximise sa vitesse.
Indépendamment de Kai se précipitant vers eux, Vite contrôlait le canon de queue et se préparait à tirer. Sin Chargy se moquant de Beck pour être un lâche qui n'avait jamais tué personne lors des batailles de Briate. Beck répondit qu'il avait changé. Il s'envola dans le ciel, rendant Sin impuissante alors qu'elle se dérobait sans cesse. Puis Beck plongea, attrapant Kai et le soulevant dans les airs pour que le vaisseau puisse lui tirer dessus. En plein vol, Kai était sans défense, incapable de bouger, et il continuait donc à être saisi et tiré dessus jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se battre. Juste au moment où Beck s'apprêtait à porter le coup fatal à Kai, Sin se précipita pour bloquer le coup mortel. Elle reprit sa forme humaine, s'accrochant à Beck, ayant l'intention d'utiliser la bombe primale avec lui. Cependant, Beck s'échappa rapidement en coupant le cordon de détonation. Il frappa Sin une fois et la réprimanda, lui disant de ne pas penser à mourir pour les autres. Si elle voulait aider quelqu'un, elle devait d'abord trouver un moyen avant de penser à la mort. Après avoir dit cela, il se transforma à nouveau et retourna vers Atlee. Beck devint son arme, lui permettant de lancer une attaque balayante pour griser l'encerclement ennemi avant de poursuivre leur mouvement. Pendant ce temps, dans le combat de Prax, bien qu'elle dominait encore 2 généraux, elle fut soudainement attaquée par l'empereur. Il lança une lance enflammée droit sur elle, l'envoyant s'écraser contre le mur de la capitale. L'empereur reçut alors la nouvelle que Kai avait été vaincu et que le groupe de Beck avançait. Il ordonna calmement à toute l'armée de dîner et de reprendre la bataille le lendemain. Ce soir-là, Shuai réprimanda Beck de ne pas avoir tué les Ki, disant que cela perturbait leur plan. Beck répondit qu'il ne tuerait pas un futur allié, car s'il voulait unifier la nation plus tard, Rekka devait devenir un ami. En entendant cela, Shu fut troublé. Pendant que Beck se déclarait roi désireux de se lier d'amitié avec tout le monde dans la tente médicale, Ki se réveilla et apprit que Sin était toujours en vie. Il cria amèrement de rage face à sa défaite. La guerre entre la nation supérieure et la République de Rekka avait éclaté. Grâce aux manœuvres stratégiques de Shuai, combinées au combat polyvalent de Bak, Kai avait été complètement vaincu. Cependant, le pouvoir de l'empereur Zetsu semblait illimité, et même Prax avait ressenti l'énorme différence de force. Au milieu de cette situation, le navire de Beck accueillit à son bord l'unité d'élite de Ludo. Cela les rassura en leur disant qu'en combattant aux côtés d'Edgar et du navire qui avait vaincu le général invaincu de Rekas, ils pouvaient eux aussi devenir des héros. Sur le pont, Xuebai expliqua sa théorie des particules de foi. Selon les recherches de Ludo, ce sont les particules qui composent les Brihead. La fondation spirituelle de chaque personne servait de noyau à leur pouvoir. Un guerrier vaincu disparaissait parce que son esprit était détruit, provoquant la désintégration de son corps en particules de foi. L'anneau a accéléré ce processus. Pourtant, lorsque Baek-e a gagné, ses adversaires ne se sont pas dissipés, et Yuxubai cherchait toujours la raison de cette anomalie. Ainsi, il a décidé de rester avec eux pour percer le mystère. Shu a évalué la compatibilité de la Briette de Bak comme extrêmement élevée, c'est pourquoi il pouvait se transformer et créer des clones. Mais son bras droit endommagé pourrait l'empêcher d'utiliser un coup final. Shu a provisoirement nommé ce coup Saber Blow par commodité, et a suggéré qu'il nomme toutes leurs techniques. Si le Saber Blow ne pouvait pas être utilisé, alors Beck serait contraint de se concentrer sur des cibles avec un autre mouvement ou de briser la foi de l'adversaire, ce qui signifiait que parfois tuer serait inévitable. La nuit précédant la bataille, ils ont discuté de la stratégie. L'armée de Rekka était plus forte que prévu, et leur seule victoire jusqu'à présent avait été de vaincre Kai. Pour inverser la tendance, un général a approuvé un plan pour attirer l'armée de Rekka dans le canyon de Viola. En tant que manœuvre de diversion, il mettrait des explosifs sur les 2 parois du canyon, et une fois que les forces de Rekka seraient tombées dans le piège, il ferait s'effondrer le canyon pour enterrer l'ennemi. Cela avait autrefois été une tactique de Aiki, mais maintenant il survivrait tandis que l'armée de Rekka périrait. À ce moment-là, Pet est arrivé avec des nouvelles que les gens se rassemblaient devant la ville pour demander la fin de la guerre. Fine est personnellement sorti pour les rassurer, déclarant que Ludo était fondé sur l'amour, les rêves et l'espoir. Le soutien de Edu en était la preuve. Elle va demander à tout le monde de croire en elle et aux soldats de Ludo. En entendant ces paroles, la foule s'est calmée et a encouragé les premières lignes de Rekka. Sin se tourmentait à cause de l'humiliation de sa défaite. Elle a supplié le général Go de l'entraîner avec de vraies lances. À ce moment-là, l'empereur Zetsu est apparu. Il avait entendu parler du désir de Sin de vivre pour la vengeance. Il lui a imposé un procès de honte et de volonté, puis l'a lié et a jeté dans une rivière en furie. Poussée au bord de la vie et de la mort, Ren a finalement crié qu'elle ne mourrait jamais avant de se venger. À l'intérieur du navire, Elsha et Atlee discutaient de la frontière entre la vie et la mort. Ils comprenaient qu'Hero détestait tuer, mais Elsha avait décidé que pour protéger le village et survivre, parfois il fallait se salir les mains. Bit a tout entendu de l'extérieur, puis s'est précipité vers Shubai, demandant à obtenir une bague. Mais Shubai lui a rappelé que, puisqu'il n'avait même pas tiré le canon correctement, comment pourrait-il contrôler un Brihite? Néanmoins, il a permis à Bit de s'entraîner au tir simulé et l'a encouragé en l'appelant une arme secrète. Juste après le départ de Bit, Baek est arrivé et a demandé à Shu pourquoi il voulait la victoire si désespérément. Le lendemain, la guerre a repris. Le groupe de Baek a chargé en avant, attirant l'ennemi exactement comme prévu.
Cependant, juste au moment où tout semblait se dérouler sans accroc, Bid a signalé qu'un Briaïd solitaire était apparu derrière le navire. C'était Kai. Écartant la poussière de la bataille, il a rugi, se moquant de la ruse de Shu. Ses yeux, rouges de haine, se sont ensuite transformés pour bloquer le navire, mais ses blessures étaient toujours là et bientôt il a été projeté par le navire. Impatiente, Atli a sauté pour se battre, mais Elsha a crié pour lui demander de tenir sa position, car sans elle, le navire ne pouvait pas atteindre sa vitesse maximale. Atli a déclaré qu'elle avait foi en sa capacité à gérer la situation, quoi qu'il arrive. Elle a ensuite attaqué Kai sans relâche avec son fouet de tonnerre. Baek est également descendu pour aider, disant qu'il n'avait pas beaucoup de temps à perdre avec Kai et qu'il devait finir rapidement. Il a continué à frapper Kai dans les airs, et maintenant les résultats de l'entraînement nocturne de l'unité ont enfin porté leurs fruits. Il a visé le canon du navire précisément sur Kai et a tiré, brisant sa volonté. Maintenant, le reste était entre les mains des soldats de Ludo, car selon Shubai, une fois que Kai avait perdu toute foi, même un soldat ordinaire pouvait le vaincre. Pendant ce temps, le navire de Baki s'est glissé derrière l'armée principale de Rekka sur les lignes de front. Prax continuait de se battre, hanté par l'ombre menaçante de l'empereur Zetsu, mais elle se força à résister. Des rapports parvinrent aux lignes de commandement pour l'empereur. Sibu avait ouvert le feu, Ki était hors de contact, et la situation était chaotique. À ce moment précis, Sin revint face à l'empereur. Elle admit que ses plus grandes chaînes avaient été le regret et sa peur de Shubai. Mais maintenant, celle-ci avait été arrachée, ne laissant que la vengeance dans son cœur. Satisfait par cela, l'empereur lui offrit une bague. Quant à Ki, il perdait progressivement la volonté de se battre, laissé à la merci des soldats de Liu Guiyu. Juste à ce moment-là, Sin arriva pour l'aider avec un nouveau Brit nommé Repu, capable de voler. Elle se proposa comme elle afin que Kai puisse détruire Shubai. Cependant, la fierté et la honte de Ki le retenaient. Il ne voulait pas dépendre du pouvoir d'une femme. Sin le réprimanda directement, disant que ce n'était pas de la dignité mais de l'ego, et que gagner par tous les moyens était plus honorable que de perdre, par fierté. Elle dit qu'elle était un outil de guerre, comme une lance ou une épée, et qu'il était du devoir d'un guerrier d'utiliser de tels outils. Ces mots frappèrent au cœur de son obstination. Ki prit conscience que son vœu d'invincibilité s'était depuis longtemps transformé en arrogance. Il remercia Sin, mais la mit en garde qu'il l'exploiterait complètement pour atteindre son objectif. Sin accepta. Les deux fusionnèrent alors et Kai s'éleva dans les cieux avec Sin à ses côtés. L'ennemi avait été attiré en position, mais l'unité de Prax ne s'était pas encore libérée. Risquant d'être enterré avec Rekka, le général Bai la poursuivait encore de près. Juste à ce moment-là, le vaisseau de Baek arriva pour soutenir, ramenant tout sous contrôle. Cependant, juste au moment où il se préparait à tirer, Kai apparut, levant le drapeau de Rekka haut dans le ciel et déclarant solennellement sa mission d'unifier Lingoline pour créer la paix. Kai se souvint des idéaux qu'il avait autrefois oubliés dans la haine, et il changea sa cible. Il ne visait plus Shubei, mais dirigea toute sa puissance vers l'arrière, puisque Shubei lui-même lui avait un jour dit que Baek était son véritable ennemi. Le navire de Shubai ouvrit le feu, mais Kai l'a bloqué. Il frappa Elsha, la faisant voler, et la laissant incapable de bouger. Il se tourna ensuite vers Shubai et déclara qu'il devait rester là à regarder, car il écraserait Baek de la même manière. Shubai avait détruit la promesse entre eux. Puis, Kai et Sin se retournèrent pour combattre Baek, mais maintenant le bras blessé de Baek commençait à le gêner, le faisant perdre le contrôle. Malgré sa blessure, Baek accepta de se battre contre Kai. Pendant ce temps, alors qu'Elsha retrouvait son mouvement, elle devait faire face au général Gaal. Attelé essaya d'aider, mais Bai l'en empêcha. À ce moment de crise, l'unité de Prax apparut pour aider Elsha et Attelé, tandis que Prax elle-même rejoignit Baek pour le soutenir dans le combat. Mais comme Baek était blessé, il ne pouvait que rester là à regarder. Après un affrontement féroce, Prax appela Baek à s'élever haut dans le ciel. Kai et Sin n'hésitèrent pas à le poursuivre. Une fois qu'ils atteignirent une certaine altitude, Prax répandit de la fumée pour obscurcir la vision de Kai, l'attirant plus haut vers les dispositifs de défense. En tournant derrière, Prax poussa Kai dans le dispositif, le électrocutant. Elle voulait saisir l'occasion de l'achever, mais Baek l'en empêcha, refusant d'accepter la victoire de cette manière. Xin, se sentant insulté, se libéra du piège et continua de poursuivre Baek et Prax. Lorsque Shubai revit Baek, il l'appela à se transformer en arme pour Prax. Raisonnant que le bras blessé ne serait pas affecté de cette manière, Baek accepta et se transforma. Les deux camps entrèrent en combat, leur bataille étant diffusée par l'être suprême pour que tous les citoyens de Ludos puissent la voir. Si Prax gagnait, le royaume regagnerait une fois renouvelé. Mais sinon, la princesse devrait comprendre ce que cela signifiait. Avec l'avantage de sa grande épée, Prax écartait facilement la lance de Kei et se préparait à l'achever. Mais Kei et Xin se séparèrent. Juste au moment où ils tentaient de se regrouper, Baek se détacha et retint Xin. Alors que Kei tombait, il lança des cordes pour lier Prax et la traîner au sol. Baek n'eut d'autre choix que de libérer Xin et de plonger après Kei, le tirant de nouveau dans le ciel, laissant Prax se battre contre Xin. Pendant ce temps, Bid et Shubai luttaient toujours pour attirer les forces de Rekka dans la position désignée.
Voyant la situation stagner, la princesse ne pouvait plus rester immobile et décida de rejoindre le champ de bataille. Beck tira à nouveau Kay haut dans les airs. Il lui dit que ce n'était pas leur piège, mais quelque chose placé là pour empêcher quiconque d'aller plus loin. Il lui rappela l'histoire de Lingolin, couvert par le ciel et entouré de murs de tous côtés. Des mots échauffés suivirent, alors que Beck demandait ce que Shu avait vraiment trahi, sa nation ou une personne, mais jamais lui-même. Avant la bataille, Suix Xubai avait avoué que son objectif était de gagner et d'échapper à la bataille au-delà du mur, pour tout apprendre sur le monde à l'intérieur et à l'extérieur. Il croyait que quelqu'un avait créé le mur pour une raison et l'avait renvoyé, et donc il ne regrettait pas d'avoir abandonné son pays ou son vieil ami. Pour lui, son petit esprit génial ne pouvait se reposer que lorsqu'il avait vérifié que le monde était plus vaste. Kay cracha Beck, que c'était la rhétorique d'un homme vide, sans patrie et sans foi. Beck répondit que le vide lui permettait de se mettre à la place de n'importe qui. Sin arriva à la maison à ce moment-là et la bataille reprit, qui retomba du ciel sur le sol, se moquant que déchiffrer les mystères au-delà du mur était insensé alors que tant de gens à l'intérieur souffraient encore dans la pauvreté. Il accusa Suix Xubai de leur tourner le dos égoïstement. Mais Beck n'était pas d'accord, disant que la voix de Kay semblait comme s'il parlait à lui-même. Enragé, Sin tira sur Beck. Pendant ce temps, à bord du navire, Xubai manquait d'opérateurs. Elsha et Atli étaient occupés à retenir Rekka. Les communications avec Harrow étaient instables et la soute aux armes était sans personnel. Bed sauta immédiatement sur les commandes, juste au moment où Kay appuyait sur Harrow. Une lumière éclatante jaillit, interrompant le combat. La princesse Finn entra sur le champ de bataille avec sa propre bague, se déclarant la suprême princesse de Ludo avec son Bright nommé Love Salute, et proclamant sa foi que l'amour est tout. Chaque attaque contre elle s'est révélée inutile. Elle utilisait ensuite son pouvoir pour guérir tout le monde. Juste au moment où les choses semblaient tourner, l'empereur Zetsu de Rekka apparut. En voyant la princesse entrer sur le terrain, il déclara qu'il devait également la saluer. Avec une force écrasante, il balaya tous les explosifs que Ludo avait plantés. En quelques gestes, il envoya le groupe de bagues voler. Même la princesse ne pouvait pas supporter ce pouvoir. Son côté sombre luttait pour se libérer malgré sa résistance. Enfin, elle céda lorsque l'empereur brisa la bague de scellement et son moi maléfique émergea pleinement pour lui faire face. La princesse frappa en premier avec un coup de pied contre l'empereur. Bien qu'il ait un bouclier, elle réussit tout de même à percer et à le clouer au sol. Mais il avait la capacité d'absorber des Brehit, ce qui lui fit perdre une jambe. Désespérée de trouver plus d'énergie, elle se jeta dans la mêlée entre Rekka et Ludo, tranchant frénétiquement pour récolter de l'énergie de combat. Sa rage brutale fut pleinement témoin par le peuple. Nous ne pouvons pas laisser les choses continuer ainsi. Mac dit à Prax de maintenir Kay au sol pendant qu'il allait arrêter la princesse. Il créa ensuite un clone pour aveugler l'empereur et prépara ensuite le Saber Blow. Juste au moment où la princesse chargeait, il la trancha, restaurant l'anneau de scellement et réprimant à nouveau son côté sombre. Pendant ce temps, Xubai et Bid, à bord du navire, avaient également terminé les préparatifs. Il demanda à tout le monde de faire semblant de se retirer afin de tromper Rekka. Il revint ensuite tandis que la princesse et Atli restaient derrière pour bloquer l'attaque de l'empereur. Elshire revint piloter le navire sous les ordres de Xubai et par la suite Prax vint également récupérer la princesse et Atli pour les ramener à bord du navire. Lorsque toute l'armée de Rekka s'était rassemblée à la proue du navire, Baek se tenait à l'avant et recevait de l'énergie. Le navire tira alors son super canon d'énergie en même temps que le Saber Blow de Baek. Bien qu'il n'ait tué personne, il a anéanti tous les brillets de l'ennemi, sauf ceux de l'empereur et de Kay. Cependant, l'empereur a quand même ordonné à ses forces de charger avec des armes conventionnelles. Les généraux de Rekka ont même combattu à main nue contre les Brehit de Ludos. Les officiers de Rekka criaient en poussant l'infanterie en avant avec des armes à feu, des épées, des poings et même des dents. Ils déclaraient que même s'ils perdaient leurs armes, leur corps demeurait et qu'il valait mieux mourir que de vivre dans la honte. Baek a exhorté Kay à s'arrêter puisque ses soldats tombaient un à un. Mais Shu lui a dit de ne pas perdre de mots, car pour eux, la fierté l'emportait sur Davi. Tout le monde était horrifié de voir les troupes de Rekka mourir lentement, même alors qu'elle les suppliait de s'arrêter. À ce moment-là, la princesse Fine s'est jetée dans la tempête de lames et de balles. Elle a exigé que les deux camps, et même Zetsu, l'attaquent afin qu'elle puisse tout absorber et le restituer sous forme de force vitale. L'amour d'une souveraine guérirait tout. Elle a restauré à la fois Ludo et Rekka. Des soldats faisant des guerriers des deux côtés se levaient et criaient haut et fort. Les hommes de Rekka ont répondu qu'ils ne montreraient aucune pitié, même s'ils étaient sauvés, car c'était un champ de bataille, et se battre jusqu'au dernier souffle était leur façon de respecter leurs ennemis. Prax a dit que c'était futile, mais Fine est devenu encore plus déterminé. Atli et Elsha ont également terminé leur bataille. La princesse Fine a admis qu'en elle se cachait encore une obscurité qui aspirait à dévorer ses ennemis pour gagner en force. Tant qu'elle pourrait se maîtriser, elle continuerait à semer la bonté. Elle a proclamé sa foi que l'amour est tout. Le ciel a tremblé alors que le pouvoir compatissant de la princesse Fine rebondissait dans Holgen. Lorsqu'il fut restauré, l'armure de Zetsu se fissura et se brisa. Enfin, l'empereur Zetsu donna l'ordre de cesser le combat,
admettant qu'il avait été vaincu par la princesse Fine. Go et Bai voulurent encore se battre à mort, mais Kai leur rappela sévèrement que l'ordre du roi avait été donné et qu'il ne devait pas lui apporter davantage de honte. Puis la princesse Fine déclara que Ludo ne défendrait que Rekka et que si Rekka retirait ses troupes, elle ne serait pas poursuivie. L'empereur Zetsu accepta une trêve verbale, promettant de ne pas envahir Ludo à l'avenir et se retira. Par la suite, la princesse Fine remercia Elsha, Atlé, Prax et tous pour leurs efforts unis, et le groupe répondit que c'était son amour qui avait mis fin à la guerre. Ensuite, la princesse Fine prononça un discours rendant hommage aux guerriers, déclarant la victoire et rappelant à tous de se souvenir des vies perdues. Car que ce soit Ludo ou Rekka, tous étaient précieux. Elle jura de porter les sacrifices pour construire un avenir meilleur de l'autre côté. Lorsque l'empereur Zetsu fut interrogé sur ce qu'il pensait de la brève de Fine, il répondit que ce soit beau, hideux ou digne d'être tué, c'était tout pareil, car il attendait avec impatience la prochaine bataille. De retour avec le groupe, le vaisseau a subi une défaillance système, après avoir utilisé le BAC pour amplifier les particules de foie, le laissant gravement endommagé. Ainsi, la cérémonie d'accueil des citoyens et les bains et festins de célébration ont dû être reportés. La princesse Fine a déclaré qu'à son retour, elle raconterait la vérité à son peuple sur son second mois, car elle ne pouvait pas les tromper éternellement. Prax croyait que la victoire aiderait le peuple à comprendre. Mais juste au moment où le groupe revenait aux portes de la ville, la foule a rugi et a maudit Fine en tant que meurtrière et démon. Ils ont crié qu'ils l'avaient vu provoquer Rekka de leurs propres yeux. Ils l'ont traitée de belliciste, de traîtresse à l'amour, ont exigé que la sorcière soit pendue et l'ont maudite pour avoir trompé les cœurs bienveillants. Car l'être suprême ne leur avait montré que le moment. La princesse est devenue folle en coupant la diffusion alors qu'elle sauvait les autres, semant le doute parmi le peuple. Furieux, ils se sont transformés, forçant la princesse à fuir avec Prax. À leur retour au palais, les deux ont appris que des villageois avaient attaqué le laboratoire et volé des anneaux. Avec la force principale toujours absente, seule la garnison restait. Si les citoyens se rebellaient, ils devraient être réprimés, opprimés. Mais la princesse leur a interdit de nuire au peuple. Lorsqu'elle est entrée dans la salle du conseil, elle a enfin appris que celui qui avait montré la bataille au peuple était l'élu. Elle voulait sortir et tout expliquer aux citoyens, mais elle s'est effondrée d'épuisement après la bataille. Pendant ce temps, du côté de Beck, alors que Shubai se concentrait sur la réparation du vaisseau, il fut soudainement attaqué par un étrange brachéide. Beck sortit pour se battre, mais il était en position de complet désavantage lorsqu'il créa 10 clones pour l'attraper, le Briette disparut. De retour dans la capitale, les citoyens avaient déjà envahi les portes du palais. Si le silence continuait, ils finiraient par enfoncer les portes. À ce moment-là, la princesse reprit connaissance et décida de sortir pour parler au peuple. Cependant, lorsqu'un homme s'avança pour demander si c'était elle qui avait déclenché la guerre avec Rekka, Beck apparut soudainement et l'écrasa, puis tua un autre villageois avant de partir, le chaos éclata. Il s'est avéré que c'était l'agent de l'être suprême déguisé. Il se déguisa ensuite en un autre villageois, excita les citoyens et déclara que la princesse les avait trahis, tout en distribuant des armes à la foule pour la rébellion. Lorsqu'il eut terminé, il retourna faire rapport à son maître, qui révéla alors sa véritable forme. Il annonça que la princesse Fine était dépouillée de son trône pour avoir mis en colère le peuple et leur accorda la liberté de disposer d'elle comme il le souhaitait. Même les soldats ne pouvaient les arrêter. Même ses deux proches conseillers se retournèrent contre elle, ayant l'intention de la sacrifier pour apaiser la colère du peuple. Mais Prax refusa d'accepter cela et essaya d'emporter la princesse. Le faux arrière réapparut pour la bloquer, et la princesse Fine fut capturée. Werner, furieux, se précipita pour confronter la divinité et demander des explications. Il fut alors révélé que Dieu n'avait jamais désiré la paix. Et à travers ces mots, Werner réalisa que c'était lui qui avait envoyé un imposteur pour tirer sur la princesse lorsqu'elle était enfant. Furieux, Werner se transforma. Mais comment un homme pouvait-il lutter contre un dieu? Il était acculé, coincé et forcé de battre en retraite. Quant à la princesse, juste au moment où elle allait être exécutée publiquement, le véritable arrière apparut et la sauva. Werner avait réussi à leur faire passer le mot. Shubai avait mis toute sa force dans la réparation du navire, juste à temps pour atteindre la Seine. Ils emportèrent rapidement la princesse malgré ses protestations. Prax resta en arrière pour combattre le serviteur de la divinité, tandis que Werner utilisait le reste de sa force pour protéger les villageois de l'assaut des citoyens enragés de Ludos. Il fut poignardé plusieurs fois sans un mot de plainte. Bach se précipita pour aider, mais il était trop tard. Werner était gravement blessé. Avec seulement quelques respirations restantes, il s'excusa auprès de la princesse et supplia tout le monde de vivre à sa place. Avant que la tristesse ne puisse s'installer, Pef arriva avec des troupes, exigeant que le groupe de Baek remette la princesse, disant que les étrangers ne devraient pas s'immiscer dans les affaires d'une autre nation. En entendant cela, Atlé déclara fermement qu'elle fondait sa propre nation. Le navire Grande-Jour serait son territoire. Elle se proclama l'Union de Grande-Gère, un pays indépendant, et que puisque la princesse était en asile avec eux, il la protégerait. Après avoir fait cette déclaration, ils partirent. Pendant les 2 mois suivants, tout le monde et les villageois vécurent à bord du Grande-Gère.
De l'agriculture à l'élevage, le navire répondait à tous leurs besoins. Lors d'une journée de lessive, ils se rassemblèrent tous pour discuter de qui dirigerait la nouvelle nation. Tout le monde nomma Athlée, car elle avait gagné la confiance de beaucoup. Peu après, ils reçurent des lettres de traité de Reka et Ludo reconnaissant Granger comme un pays indépendant. Athlée reçut une tenue spéciale digne d'une souveraine. Lorsque le jour de la signature du traité arriva, Shubai partit brièvement pour quelques courses. Peu après, de nombreux seigneurs et dirigeants de petites nations vinrent à Granger pour assister à la cérémonie de signature, y compris le groupe d'hommes séduisants. À ce moment-là, Peth arriva pour se moquer que la princesse Fine avait perdu son trône, mais elle l'accueillit avec un sourire malgré tout. Avant qu'il ne puisse se réjouir davantage, l'armée de Ludo annonça qu'elle avait abandonné la nation de Ludo pour suivre Prax, car au final, il ne souhaitait que servir la princesse. Non loin de là, une figure mystérieuse observait, et tout. Pendant ce temps, dans la République de Reka, les gens s'entraînaient pour abattre Behemoth par pure force humaine. Mais à part l'empereur, personne n'avait encore réussi. Leurs soldats avaient été affaiblis depuis leur défaite lors de la dernière guerre. Quant à Kai, il était dans son bureau, recherchant les particules de foie que Shubai avait un jour mentionnées. Là, il découvrit des vérités choquantes. Juste à ce moment-là, Baek et Shubai arrivèrent à Reka. Baek se présenta comme le père et appela Sen son enfant après avoir remporté la bataille, ce qui mit Sin dans une colère noire. Mais elle ne pouvait rien faire car le ministre apparut et les déclara ambassadeurs de Grand Edger. Le ministre se présenta comme celui qui gouvernait le pays en l'absence de l'empereur. Shubai demanda soudain où se trouvait Te, seulement pour apprendre qu'il avait depuis longtemps fui avec la richesse de la nation. À ce moment précis, Te se cachait à Ludo lorsqu'il rencontra l'un des subordonnés de la divinité qui lui remit quelque chose capable de prendre le contrôle de la République de Reka. De retour à la négociation, Shubai demanda un terrain dans le nord, près du mur, en tant que territoire de Grand Edger en échange de l'absence d'attaque de Grand Edger contre Reka. Enragé, Sin se jeta sur Shubai pour le maîtriser, mais il avait anticipé cela et demanda si sa lame pouvait frapper plus vite que le temps qu'il lui faudrait pour tirer la goupine de sa bombe. En entendant cela, Sin hésita, pensant qu'il avait encore des bombes cachées dans Reka. Baek saisit l'occasion de la repousser et Kai apparut pour arrêter le combat. La cérémonie de signature se déroula sans accroc devant l'empereur et tous les seigneurs. Plus tard, Kai révéla que la véritable raison pour laquelle Xubai demandait des terres dans le nord n'était pas seulement de revendiquer un territoire, mais pour autre chose. Cela avait été mentionné dans des textes anciens, mais avait depuis été volé. Et le seul ayant accès à l'archive était Xubai lui-même. Kai exigea de savoir de quoi il s'agissait, mais Xubai l'ignora. Kai menaça alors d'utiliser Grand Edger comme otage, puisque l'empereur était à bord et que s'il pouvait détruire un Brinnet, un navire n'était rien. Mais Xubai répondit qu'ils auraient besoin d'une justification pour une telle action. Le ministre proposa alors de tuer Sin et de faire porter le chapeau à Xubai. Une raison suffisante pour que l'empereur agisse. Finalement, Xubai céda et dit à Chi la vérité. Dans le nord, il existait un second Grand Dodger. Juste au moment où il parlait, Reka fut attaqué. Baek attrapa immédiatement Xubai et ils levèrent les yeux pour voir un vaisseau de guerre au-dessus d'eux. Le pilote était Tia. Shubai raisonnait que seule la soi-disant divinité salvatrice pouvait avoir permis cela. La nouvelle de l'attaque de Reka fut rapidement rapportée à Grand Deg. Elsha et Bid se dépêchèrent d'enquêter, mais en sortant, ils rencontrèrent une figure mystérieuse qui dit que le fondateur les avait invités à la foi Lind, située en dehors du mur. Pendant ce temps, Tia déchaîna sa puissance, bombardant tout autour de lui. En le voyant tirer même sur des civils sans défense, Bak se lança à l'attaque. Mais Abrenite ne pouvait rivaliser avec un navire de guerre. Le tir de contre-attaque de Tia força Bak à battre en retraite. Elsha appela, pressant Bak de revenir. Au début, il refusa, mais quand elle mentionna un secret au sujet du mur, il se conforma. Tia devenait de plus en plus arrogant, ordonnant à tous les citoyens de Reka de se soumettre ou de faire face à un feu impitoyable. Le ministre suggéra la rendition, arguant que le peuple était le plus grand trésor de Reka. À Grand Deg, la figure mystérieuse rencontra à nouveau Bak. Ravi, Bak demanda des nouvelles du mur et la figure dit que le fondateur avait déclaré Bak comme le nouvel arrivant et que c'était le navire du destin. Il encouragea Bak à visiter le site sacré de la foi, les montagnes Épitaphe, avant de partir. Pourtant, Barek hésita, se rappelant les mots de Kai selon lesquels, dans la prophétie de Reka, lorsque le nouvel arrivant retrouvera ses souvenirs, le monde sera détruit. Mais Shubai rétorqua que cela avait déjà commencé, car depuis l'arrivée de Barek, tout avait changé. Shubai croyait que c'était la volonté des anciens. Pendant ce temps, tandis que Te se réjouissait de sa victoire, l'empereur revenait. Théa ouvrit immédiatement le feu. Mais l'empereur se transforma, invoqua un arc colossal et se lança comme une flèche droit vers le vaisseau de Théa, fendant le traître en deux d'un seul coup. Grâce au vaisseau de Théa, Reka avait presque complètement récupéré, possédant désormais d'innombrables anneaux et leurs propres armes. Le vaisseau de guerre ne craignant plus Granger, l'échec de Théa fut rapporté par Pith à la divinité. Mais le dieu était indifférent, ne se souciant que de Granger. Il donna à Pith un anneau et lui ordonna d'accomplir sa mission. Bientôt, Peth évacua tous les citoyens Ludo et utilisa l'anneau pour faire surgir un autre vaisseau de sous-terre.
Il ordonna à ses forces de marcher et de s'emparer de Granger. L'être suprême contacta même directement le groupe de Barek pour les avertir à l'avance. Pourtant, le véritable mystère demeurait. Comment avait-il su pour le vaisseau? Et pourquoi en avait-il donné un à Rekka? Pour résoudre cela, Bek décida qu'ils enquêteraient sur la foi Lind, qui pourrait détenir la clé pour protéger Grandadger des attaques de Rika et Ludos. Tout le monde commença ses préparatifs. Dans les jours suivants, lorsque Grandadger s'approcha du mur, Ludos avait déjà rattrapé son retard et Pet ordonna au Dreadnought d'ouvrir le feu. Atli déploya des forces de Prax et ils commencèrent à balayer les unités de Ludos. Mais l'ennemi était trop nombreux. Réalisant la situation, Chubai appela Bake à se préparer. Elsha tourna alors le navire directement vers Ludo et Chubai ordonna au navire de se transformer, levant son canon vers le ciel. Après cela, Bake exécuta à nouveau le mouvement combiné avec Grandature, libérant une décharge dévastatrice qui anéantit Touche Bright. Après avoir mis fin à une vague de l'assaut, ils forcèrent toutes les troupes de Ludos à reprendre forme humaine. Bien que le navire fût gravement endommagé, tout le monde continua ensuite son voyage. La personne mystérieuse apparut à nouveau, instruisant le groupe de Bake de charger droit vers le mur. Avant de partir, Chubai libéra de la fumée pour les dissimuler aux yeux de Ludo, et Grandadger fonça en avant, réussissant à passer à travers. À leur grande surprise cependant, derrière le mur se trouvait encore un autre mur. Dans le cockpit, la personne mystérieuse expliqua que ce qu'ils voyaient normalement n'était qu'un mur ordinaire déguisant la montagne sacrée, et seuls ceux invités par le fondateur pouvaient passer. À ce moment-là, Bed regarda dehors et vit d'étranges piliers. En regardant de plus près, il réalisa qu'il s'agissait de têtes humaines. Prax aperçut même le visage de son frère parmi elles et se précipita pour enquêter, mais fut arrêté. La figure se révéla être le Créateur. Il expliqua que les visages appartenaient à ceux qui avaient péri à Lingolan et que leurs âmes s'étendaient du sommet de la montagne jusqu'au ciel. La raison pour laquelle il voulait le rencontrer à nouveau était de lui faire parler au monde. Bek était un enfant perdu venant d'au-delà du mur, et parce qu'il était perdu, il aspirait à retourner dans le monde où il était né. Il força alors Bek à se souvenir de la mission de celui qui avait été envoyé. Le corps de Bek éclata de pouvoirs inconnus, lui causant une douleur atroce. En même temps, le mur illusoire derrière eux disparut, ouvrant un chemin pour que Ludo puisse entrer en force. Ludo captura rapidement Granddanger et l'attaqua. Elsha se prépara à faire pivoter le vaisseau pour y poster, mais Bek se sépara de la formation, insistant pour qu'il fasse face à Ludo lui-même. Les autres l'exhortèrent à revenir et à coordonner, mais Bek ne semblait plus être lui-même. Il s'était lancé seul dans la barrage, balayant à lui seul les forces de Ludo. Puis, il a fait face au Dreadnought. Perte est resté calme, raisonnant que les attaques de Bak ne tuaient jamais, donc il serait en sécurité. Mais à l'instant suivant, au milieu des cris désespérés de Perte, il s'est dissous sous les yeux de tous. Le coup de Bak avait réellement tué Perte. Horrifié, Bak a paniqué et s'est excusé, réalisant que c'était la première fois qu'il prenait une vie. Puis, à l'intérieur de lui, un système a annoncé que la connexion était complète et a initié le processus de purification. Immédiatement, Bak et le Dreadnought ont ensemble anéanti d'innombrables soldats, tandis que de plus en plus de visages apparaissaient sur les piliers. Bak a crié, suppliant que cela s'arrête, alors que le pouvoir en lui devenait incontrôlable. Tout le monde s'est regroupé à grandeur pour discuter. La prophétie de Rekka, selon laquelle lorsque le nouvel arrivant atteindrait la conscience de soi, le monde serait détruit, s'était réalisée. À ce moment-là, le serviteur de l'élu, Dacinanza, est apparu avec Rudolf. Rudolf a avoué qu'il connaissait la prophétie depuis longtemps et avait reçu un décret divin du ciel. Il a révélé que le nom de Bak Arrow était en fait l'être envoyé par Dieu pour mettre fin au monde. L'Ingland Gaian n'était qu'un fruit sur un arbre planté par Dieu, et lorsque le fruit devenait trop gros, il devait être récolté. Arrow avait été envoyé pour le récolter, mais à son arrivée, il avait perdu des parties de sa mémoire et de son pouvoir. Maintenant, Dieu ordonnait à Rodolphe de corriger l'erreur et d'éveiller la véritable forme d'Arrow. Rodolphe se mit alors à chanter un hymne frénétique, exaltant la calamité. Au milieu de ces chants dérangés, Bax continua à ravager, tuant tous les Lutos sans pitié. Prax réalisa qu'il avait orchestré tout cela depuis le tout début. Il admit avoir laissé Rekka et Ludo Pluto acquérir des Dreadnoughts afin d'attirer Arrow vers la montagne Épitaphe, le lieu le plus proche de Dieu pour déclencher son vrai moi. Il révéla en outre qu'il n'était pas un Lutolien, mais celui choisi par Dieu pour maintenir l'ordre. Bax fut horrifié d'apprendre qu'il ne pouvait pas quitter le Brehite tant qu'il n'avait pas récolté l'intégralité de Lingoland. Rodolphe incite à Bax à effacer Grandarger ensuite. Dans le désespoir, Arrow convoqua toute sa volonté pour bloquer l'onde de choc. Il appela immédiatement ses camarades, leur suppliant de détruire le Dreadnought car il amplifiait son pouvoir et il ne voulait plus tuer de personne. Elsha croyait qu'Arrow pouvait encore se contrôler, mais Arrow admit qu'il était à la limite de ses forces et il pouvait s'effondrer à tout moment. L'équipage entier se tourna vers Chubai. Chubai résolut de tirer sur l'arc de Maestrog pour couper Bax du système d'amplification et ensuite faire tomber le vaisseau.
Il ordonna à Harrow de fuir quelque part sans personne autour et promit de retarder Rudolf pour trouver un moyen de le sauver. La princesse Shuffin voulait sortir, mais Shubai lui a dit de laisser Prax, qui avait été formé au combat aérien, prendre le rôle. Ils ont ensuite tiré des canons sur Bak, tandis que Dissonanza d'utiliser Fantasmon pour provoquer des perturbations. Mais Athley lui a lié les jambes, donnant à Prax l'occasion de libérer Noble Hurricane et de repousser Dissonanza. Toute l'équipe a serré les dents et a gardé son attention sur le véritable objectif, libérer Harrow. Au lieu de poursuivre l'appât de l'ennemi, Beat a déchaîné toutes les armes disponibles et a réussi à détruire le Dreadnought de Ludo, permettant à Baek de se libérer et de s'envoler. Shubai a ensuite ordonné à Elsha de se tourner vers la montagne Épitaphe, car Rudolf venait de révéler négligemment que c'était l'endroit le plus proche de Dieu, ce qui signifiait que si un endroit pouvait exposer Dieu, c'était là. Cependant, Rudolf avait anticipé le plan de Shubai et avait érigé un mur bloquant leur chemin. Les attaques normales ne pouvaient pas percer. Pendant que Shubai se concentrait pour trouver une solution, Bid a sorti un fragment des restes de Rakugo qu'il avait secrètement conservé. Shubai l'a examiné et a réalisé que c'était la clé pour renverser leur situation. Shubai a commencé à étudier le Rakugo pendant qu'il restait piégé, tandis que Baek, bien qu'ayant échappé et étant revenu à l'intérieur du mur, se retrouvait incapable de retirer l'anneau. Peu après, les communications de Granger ont été coupées, probablement à cause de Rudolf qui avait créé un autre mur temporaire, tout comme il avait bloqué Ludo auparavant. Shubai a déduit que si Rudolf était occupé à bloquer une route, cela signifiait qu'une autre sortie devait exister. Elsha et Athley se demandaient si résister à Dieu était même possible. Mais Bit les a calmement rassurés en disant que Shu était toujours enfoui dans son laboratoire, comme toujours, et trouverait un moyen. Shubai lui-même a admis qu'il pariait son intellect contre la volonté de Dieu. Il convoqua la princesse Finn pour une réunion privée. Pendant ce temps, Rudolf apparut soudainement devant l'empereur Zetsu à Reka, se moquant d'un ancien incident où des personnes vivantes étaient cachées dans des fûts de liqueur comme une vile plaisanterie, puis proclama que Dieu avait décidé d'anéantir le monde. Parce que la croissance de Zetsu avait dépassé les limites divines, le pouvoir et l'autorité croissant de l'empereur menaçaient l'ordre que Dieu avait imposé. Zetsu éclata de rire, condamnant l'arrogance de Dieu et déclarant qu'il tuerait à la fois Harrow et Rudolf et même frapperait Dieu lui-même. Il ordonnait le lancement du Dreadnought mumifié à pilote unique. Le premier ministre Kiyo se porta volontaire pour prendre la barre, déclarant que l'empereur était l'âme même de Reka et que s'il perdait, tout disparaîtrait. Il nomma le navire Derka et le mit en vol sur Granger. Lorsque Akli tenta de discuter de leurs prochaines actions, le chef du village parla au nom du peuple, disant qu'ils avaient décidé de suivre les jeunes jusqu'au bout, car agir n'avait plus d'avenir. Quoi qu'il en soit, Elsha accepta leur confiance, devenant de plus en plus déterminé. Pendant ce temps, Bak poursuivait son combat intérieur, essayant de mettre fin à sa propre vie pour stopper la catastrophe, mais l'anneau ne le permettait pas. À ce moment-là, Rudolf souleva soudainement le mur temporaire, et Granger se précipita immédiatement en avant. Prax se déploya, Elsha poussa le navire à pleine vitesse, et la princesse Finn plaida qu'il devait trouver Harrow avant que Zetsu ou Rudolf ne puissent agir. N'ayant rien d'autre à faire, Bit se rendit chez Shubai pour se plaindre, seulement pour se voir dire d'attendre car Shu était sur le point de terminer une arme secrète. Ailleurs, Bak tomba dans des pièges aériens, et tout en se battant, il vit une déchirure Rakuo s'ouvrir. Il s'y glissa et émergea dans un autre espace, mais avant qu'il puisse comprendre ce qui se passait, Rudolf le tira en arrière. Rudolf se moqua de ce qu'il devrait retourner vers les idiots encore en attente et le jeta près du vaisseau de l'empereur. Alors que Zetsu se préparait à frapper, Prax apparut, appelant audacieusement au dialogue. Elle déclara que Granger prendrait la responsabilité de gérer Brave Bak Harrow et demanda à Reka de ne pas intervenir. Zetsu et Shu échangèrent pour la première fois des mots calmement au milieu du champ de bataille. L'empereur loua la coordination de la puissance de feu de Shu lors de la bataille précédente, mais avertit que Shu avait mal choisi en pariant sur Harrow, désormais réduit au statut de chien de Rudolf. Shu rétorqua que c'était précisément la force de Zetsu qui avait renforcé sa foi dans le pouvoir de l'humanité. L'empereur cherchait à combattre Dieu par la force brute, tandis que Shu utiliserait son intellect pour sauver le monde. Mais d'abord, Harrow devait être sauvé. Entendant la défiance de Shubai, Zetsu concéda le passage, mais avertit que s'il réussissait à vaincre Harrow, il libérerait alors toute sa puissance pour les écraser tous. Shui sourit et accepta. Granger exécuta immédiatement leur plan, tirant un coup inoffensif pour attirer l'attention de Baek, puis céda la scène à la princesse Étoile Fine. Hens et Fritz concentrèrent leur puissance d'attaque sur la princesse, après quoi Granaro combina Benway's Love Salute à Fire. Pourtant, le rayon de guérison de Finn fut neutralisé en plein vol par le flux de désassemblage des particules de foie de Baek. Mais le véritable objectif de Shu était de réduire la distance. Bien, alors Fine a plongé dans sa sombre persona et s'est jeté dans une portée létale. Ayant accepté le risque de disparaître si elle dépassait les limites de Finnoir à l'intérieur, la princesse a accepté de coopérer car elle détestait aussi Rudolf. Et grâce à sa capacité à absorber et reconstruire les particules de foie, Lofstul a annulé une partie du courant destructeur. Fine a tendu la main en arrière et a arraché l'anneau Brigade d'Arrow. À cet instant même,
La sombre persona de la princesse s'est estompée, les deux se disant adieu pour la dernière fois. Baek a réussi à se libérer de l'anneau. Le plan semblait parfait. Chubai a expliqué en détail le mécanisme. Les attaques de Baek consistaient à démonter les particules de foie de Brigitte en énergie brute, tandis que l'Ofsul restructurait ces particules, permettant ainsi de briser ses coups et d'ouvrir une brèche pour s'approcher. Seul Fine pouvait partiellement neutraliser les dégâts et les supporter sans disparaître instantanément. Tout le monde se réjouissait que Baek soit enfin libéré de l'anneau. Mais dans ce moment de soulagement, alors que Chubai saisissait la main de Baek pour le tirer vers le haut, Baek l'a désintégré. Rudolf est apparu, lançant des malédictions impitoyables et révélant une vérité horrifiante. Même sans Brigitte, le pouvoir destructeur s'accrochait encore au cordaillère d'Arrow comme la malédiction de Dieu. Quiconque le toucherait serait effacé. Il était devenu une lame vivante de la mort par un simple contact. Tous étaient stupéfaits. Chubai regardait avec choc ses propres mains s'effacer au milieu de la poussière de particules de foie tourbillonnantes, tandis que Rudolf se moquait de lui, se moquant du fait que le grand plan du cerveau génial n'était rien d'autre qu'un mouvement insensé. Devant le décret de Dieu, Chubai avait de nouveau perdu le contrôle et s'était transformé en Bréhit sans anneau, fuyant pour éviter tout contact avec les autres avant que des fissures ne commandent. Immédiatement, Hans et Fritz de s'équiper et d'évacuer les citoyens de Ludos. Mais Rudolf les bloquait par la violence, se moquant que Dieu exigeait encore plus de sacrifices. Dinzanza réapparut pour les obstruer. À ce moment-là, Sin et Kai se précipitèrent pour l'affronter. Bien qu'ils ne soient pas de la même faction, Chubai avait été un proche ami de Kai. Les deux combinèrent leurs forces contre Dizonenza. À leur grande surprise, elle était en réalité blessée. Saisissant l'occasion, Sin et Kai l'attaquaient ensemble, la tuant. Suspendu dans le ciel, Kai observait froidement la tragédie, déplorant que c'était le prix que Chubai devait payer pour avoir été effacé par Arrow lui-même. Il jura alors de construire une nation où les pauvres pourraient vivre en paix. Le même rêve qu'il avait un jour accusé Shu d'avoir abandonné. Le groupe était sous le choc de la perte de leur stratège. Brett, cependant, refusa de céder. Il se remémora les jours de désespoir à Edger et déclara sans détour qu'en comparaison de la faim et de la pauvreté qui s'étaient jadis développées, Dieu n'était rien à craindre. Ils avaient encore des armes et ils étaient bien plus forts maintenant. La princesse Fine implora Granger de revenir à Ludo et de sauver le peuple, car pris entre Rudolf et Rekka, il serait anéanti. L'équipe accepta et Fine reçut une nouvelle bague que Shu avait préparée à l'avance. Preuve que même en tombant, Shu avait sécurisé une solution de repli pour ses camarades. Prax entra dans la capitale pour appeler à l'évacuation. Les citoyens qui maudissaient autrefois Granger fuyaient maintenant alors qu'elle tirait des coups de feu d'avertissement pour démontrer la destruction imminente. Rudolf apparut devant elle avec aisance, révélant sa philosophie tordue. Dieu était soutenu par la lutte de l'humanité pour la survie, et le jour où Lingoland périrait serait le jour où lui aussi expirerait. Mais son âme servirait de nourriture pour Dieu. Il jugeait toute création humaine comme étant dénuée d'essence. Prax brûlait de rage en apprenant comment il avait tordu les cœurs de Ludos, transformant leur amour pour Fine en haine, et comment il avait mis en scène le tourlage de l'oiseau qui avait laissé son frère Werner dans un regret éternel. Elle cria que pour son frère et sa nation, elle le couperait en morceaux. Rudolf se moqua en disant qu'elle et son frère avaient tous deux abandonné leur pays. Prax se chargea, mais sa main invisible la saisit juste au moment où il allait l'écraser, son dos semblant la sauver. Il exigea que Rudolf rende tout le monde et le rétablisse à la normale, sinon il serait effacé. Rudolf le provoqua délibérément, invitant une flèche à l'anéantir. Mais une loi gouvernante le protégeait au-delà de la portée de l'émissaire envoyé par Dieu. Le pouvoir de Bach ne pouvait pas toucher Rudolf en raison de la volonté de Dieu. Furieux, il ne pouvait rien faire. À ce moment-là, les hôtes entrèrent enfin dans le ciel, résonnant avec le tonnerre des tambours de Derka. Kai-Ha pilota le dreadnought de Rekka, utilisant des anneaux pour permettre aux soldats de voler avec aisance. Kai et Sin fusionnèrent, tandis que Zetsu menait ses troupes droit au front et déclara la guerre, rugissant que Rekka décapiterait Rudolf et son dieu. Rudolf manipula une flèche comme un canon pour riposter, libérant son rayon destructeur. Mais l'empereur détourna calmement la lumière de la mort en utilisant les particules de foie dans l'air. Kai-Ha loua les yeux perçants et le calme de l'empereur. Zetsu hurla l'ordre à toute l'armée de charger à nouveau Rudolf. Rudolf a lancé plusieurs rayons destructeurs sur les troupes. Mais l'empereur a utilisé son pouvoir pour invoquer des miroirs qui renvoyaient chaque explosion. Voyant cela, Rudolf a attaqué les environs avec ses mains invisibles. Les grands généraux, avec l'équipe de Prax, ont uni leurs forces pour résister, tandis que l'empereur faisait face à Baek directement. Il lui a dit qu'il le tuerait s'il laissait Dieu continuer à le contrôler. Baek, résigné, a répondu que si l'empereur pouvait le faire, alors qu'il le fasse rapidement. En entendant cela, l'empereur s'est senti déçu. Peut-être que Chubai était mort pour rien. Il a repris la parole, déclarant que si Baek ne souhaitait pas mourir, alors il devait surmonter Dieu, et que s'il ne pouvait pas se contrôler, alors l'empereur le ferait à sa place. L'empereur a alors commencé à disparaître.
Et, au lieu de se transformer en particules de foie, il a rajeuni sous une forme plus jeune, tandis que Baek se transformait en épée dans sa main. La raison pour laquelle l'empereur pouvait manier Baek était qu'il restaurait continuellement les parties qui étaient effacées. Rudolf a trouvé ce tournant des événements amusant. Il a activé la répulsion résonante et a invoqué l'idole monstrueuse Diognetica comme son propre Dreadnought, revêtant l'armure Diostrich, proclamant le credo « Dieu est tout » et a déclenché une tempête d'attaques sans fin. Les guerriers de Rekka n'ont pas pu y résister. Hans et Fritz ont été projetés en arrière. Zetsu était sur le point de s'effondrer. Rudolf cria que l'amour de Dieu était victorieux. Juste au moment où le coup final se profilait, Granger fit irruption sur le champ de bataille à une vitesse record. La princesse Fine avait utilisé son pouvoir de guérison sur tout le monde. Zetsu l'exhorta à se reculer, disant que son amour n'avait aucun effet contre un tel ennemi. Mais la voix de l'empereur surprit Fine alors qu'il expliquait qu'il empruntait le pouvoir destructeur d'Arrow pour riposter. Le duo, le destructeur et l'empereur, s'unissaient comme deux lames jumelles. Arrow cria d'excitation, appelant l'empereur, mais Zetsu lança un regard noir et corrigea le titre avant de charger. Rudolf rugit, prêchant une fausse harmonie, déclarant que leur mort apporterait l'équilibre au monde. Les lignes de défense se fissurèrent, tout le monde était à bout de nerfs, puis un cri rauque déchira le champ de bataille. Witz se lança dans le ciel. Malgré sa peur, il déclara qu'il ne jouerait plus au jeu de l'intimidation, levant haut l'anneau spécial conçu par Daimin et perfectionné par Shubai avec la technologie de Granger. Une arme de 3 nations. La cristallisation des progrès de Lingola. Witz se proclama l'arme secrète de l'humanité et invoqua le Kitin Bolaed en forme d'anneau colossal. Rudolf se moqua de la manière dont on pouvait se battre avec une telle chose. Bit éclata de rire et appela Elsha. À cet instant, elle activa le vaisseau avec l'anneau qui se transforma en une machine géante. Briette. Granger dominait le champ de bataille. Son tout premier coup brise à la prison d'énergie que Rudolf avait érigée autour du champ. Il reste à bouche bée, incrédule qu'un coup si simple puisse briser l'échiquier de Dieu. Bit se frappa la poitrine et cria qu'il aurait dû l'écouter. Et depuis le début, l'humanité avait toujours une arme que Dieu n'avait pas prévue. 3 heures plus tôt, Shu avait convoqué Bit et lui avait dit qu'il lui confierait la carte maîtresse. Bien que tremblant, Bit hocha la tête, comprenant sa propre foi. Shu lui dit qu'il n'était pas fort par sa puissance brute, mais que sa présence rendait tout le monde autour de lui plus fort. Bit, qui avait longtemps utilisé le terme de génie pour parler de Shu, murmura en retour qu'en vérité, Shu était le plus grand TJ du monde. Shu se contenta de sourire et plaça toute sa confiance en lui. À partir de ce moment-là, Bit définissait sa croyance comme le fait de compter presque sur tout le monde. Grâce à cela, il pressa sans relâche l'offensive, forçant Rudolf à changer de cible puis attaquer d'autres. Pourtant, la princesse Fine les guérissait avec son pouvoir. Prax exhorta tout le monde à se dépêcher, car lorsque la princesse guérissait les autres, elle souffrait aussi de leur douleur. En entendant cela, l'empereur et son acolyte se jetèrent sur Rudolf. Il se cacha à l'intérieur de Dio Benetica, mais les deux pénétrèrent à l'intérieur et lancèrent des attaques continues. Cependant, il parvint tout de même à résister. Après avoir échangé des coups pendant un moment, Rudolf se sépara du Dreadnought pour se battre personnellement. Lui et l'empereur s'affrontèrent à nouveau. Alors que le combat s'éternisait, l'empereur commença à vaciller, forçant Kai à intervenir et à le soutenir, mais même ce temps-là fut suffisant pour que Bak analyse la faiblesse de Rudolf. Dieu aussi avait des câbles. Kai regarda de près et repéra les fils reliant Dio Benetica à Diostrich. Si Rudolf était vraiment omnipotent, pourquoi aurait-il besoin de câbles? Les lois de Lingoland le liaient encore. Zetsu rugit son propre nom, se proclamant le plus fort et jurant de tuer même Dieu. Wrecker rugit en chœur à son commandement. Puis, tous ensemble, ils chargèrent pour couper les câbles. Pourtant, les cordes étaient si durables qu'elles brisèrent leurs armes et rebondirent, blessant beaucoup. La ligne de bataille fut forcée de reculer. La princesse Fine utilisa immédiatement son pouvoir de guérison sur tout le monde. Rudolf Master se moqua en disant que ce n'était rien d'autre qu'un amour humain, incomparable à la grâce de Dieu. Fine vacilla, mais insista sur le fait qu'elle allait bien. Elle refusait d'être la seule à se plaindre comme une faible. Amusé, il dit qu'il verrait combien de temps elle pourrait endurer, puis lança une attaque totale qui blessa d'innombrables personnes. Même la princesse Fine ne pouvait plus y résister et se sentit submergée. Les performances du navire commencèrent à décliner. Refusant d'accepter la défaite, Bait cria pour Kyo et Derka et proposa imprudemment quelque chose de fou pour fusionner les Dreadnoughts d'Agir, Ludo et Rekka ensemble. Il a crié de ne pas sous-estimer le pouvoir de la confiance. Les navires ont verrouillé leur masse et les particules de foi se sont fusionnées en une seule. Granger et Derka se sont combinés. Et Zetsu a joyeusement déclaré « Le grand nom Grandrika ». Bit l'ayant accidentellement appelé vieux homme, ce qui évalue des regards noirs des deux côtés, mais cela a allégé l'air suffocant. Rekka a rassemblé de l'énergie. Grandrika s'est enflammé plein d'émotions, en révélant que c'était le mouvement que Shu avait préparé à l'avance. Le barrage total de Lingoland a déchiré la formation de Rudolf. L'empereur a alors crié à tous de graver cette bataille dans leur cœur, parce que les particules de foi étaient l'incarnation de la volonté, et tant que Rudolf restait lié par les lois du monde, la victoire était possible.
Lui et les autres ont alors intensifié l'attaque contre Rudolf, leurs frappes s'écoulant en harmonie. Bien que la force régénératrice de l'empereur s'affaiblisse, il a déclaré que tout ce qui comptait était de le faire tomber. Bak a ensuite libéré son pouvoir, permettant à l'empereur de détruire l'arme de Rudolf. Zetsu et Haro ont alors combiné leurs forces. Il a conjuré un arc de lumière et a tiré des flèches jumelles alors qu'il et Bak chargeaient droit à travers Rudolf. Tous ont acclamé en triomphe jusqu'à ce que Rudolf dise soudainement « merci ». Il s'était délibérément laissé percer. Saisissant l'occasion de la blessure, il inonda la flèche de la volonté de Dieu, éveillant la forme primordiale du destructeur. Il utilisa ensuite le dos pour poignarder l'empereur. Kai se précipita en avant, mais Dizananza sauta pour bloquer tout le monde, liant les témoins et le forçant à assister à la chute de l'empereur. La flèche contrôlée s'excusa auprès de Zetsu. Rudolf porta le coup fatal, mais Zetsu refusa de mourir. Silencieusement, il reproduisit la technique de la persona sombre de la princesse qui avait autrefois saisi le pouvoir. Il allait mourir, mais il entraînerait Rudolf avec lui. L'empereur tira alors toutes les bagues de l'intérieur de lui-même. Avant sa fin, il rugit à travers Lingoland, proclamant que chaque personne décide seule de son propre chemin dans la vie. Cet esprit combatif définit l'humanité, que même si Dieu est l'ennemi, il ne faut pas abandonner. Marchez sur le chemin tracé par vos propres mains. Son rugissement se dissipa dans le ciel. Sur ce, il disparut, laissant tous en larmes. Une explosion suivit, emportant tout sur son passage. Ce soir-là, tous pleurèrent l'empereur, jurant de lui organiser des funérailles grandioses, comme si ce n'était pas ce même jour. Prax s'enquêta, mais ne trouva aucune trace de Bakyu, Rudolf ou d'Isinanza. Juste à ce moment-là, un message arriva de la ferme du Beaudarçon. Bakyu était là, ravageant tout. En entendant cela, Kai et Sin se préparèrent à combattre, car ils avaient promis à l'empereur de vaincre Bakyu. Mais Bakyu ne tirait qu'au hasard autour de lui, qui l'affronta alors. Airu déplora que personne ne puisse plus l'arrêter. Kai, calmement, pointa sa lance et libéra un destructeur des cieux obscurs, formant une sphère de ténèbres qui riposta. À leur grande surprise, cela réussit à détruire l'un de ses bras, qui avait compressé des particules de foi en une obscurité si dense qu'elles ne pouvaient être effacées avant d'atteindre sa cible. Déchiqueté, Bakyu esquissa un faible sourire triste, car enfin, quelqu'un l'avait poussé au bord de l'anéantissement. Qui admit que cette technique, il l'avait apprise de l'empereur Zetsu, disant que c'était la croyance d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas, et il l'avait combinée avec la croyance de l'inégalé. Sans hésitation, sans peur, une seule lame perçait les cieux. Qui rassemblait son pouvoir, prêt à libérer le coup final. Haro ferma les yeux comme s'il acceptait, mais au moment même de la vie et de la mort, un champ de force explosa. Une figure gigantesque se tenait entre les deux. Une voix familière résonna. C'était Shu Bai. Il dit qu'il avait promis de sauver. L'ensemble du champ de bataille se figea, car il ne comprenait pas pourquoi Shu était devenu si gigantesque. Shu apparut juste à temps et rendit une bague. Après cela, il put toucher à nouveau. Il confirma qu'il avait corrigé les données de Haro et effacé sa capacité destructrice. Grâce à cela, Haro put libérer Brikai et revenir à la normale. Cependant, Kai doutait de l'énorme figure devant ses yeux, mais El-Sha et les camarades confirmèrent que c'était bien Shu. Shu expliqua que son véritable corps dormait à l'intérieur de Granger, tandis que cette forme géante n'était que son Bréhaït. Auparavant, il avait confié à Bit la tâche de garder son corps pendant 3 jours dans le cadre d'un pari prédit. Si le temps dépassait, alors il fallait retirer le Warper pour que sa conscience puisse revenir. La croyance de Shu était « je pense, donc je suis ». Ainsi, son Bréhaït portait la conscience au lieu de se transformer en arme. Shu exposa le plan d'utiliser le pouvoir d'Haro pour sauver le monde. Parce que les rayons de Baksin transformaient les êtres vivants en particules de croyance et les offraient à Dieu. Si le pouvoir de Fine ne pouvait pas l'annuler, alors Shu était prêt à laisser Haro effacer son Bréhaït afin que sa conscience puisse suivre le flux de croyance vers le royaume de Dieu. En effet, il avait fusionné sa conscience avec la croyance pour passer inaperçu sous le système de capteurs de Lingoland. Cependant, la bataille entre Haro et Kai avait activé les capteurs, provoquant son retour prématuré. Et parce que quelqu'un pensait à lui trop intensément, lorsqu'il réapparut, il devint gigantesque. Par la suite, Rekka exigea de capturer Haro car il avait causé la mort de l'empereur Zetsu. Haro accepta la culpabilité, car il croyait que s'il avait tué beaucoup de gens, alors il devait payer. Cependant, Granger s'opposa, du moins prit la parole, demandant son retour. Kai avertit que les paroles d'un leader étaient une politique nationale. Les deux camps étaient tendus, lorsque le groupe d'hommes séduisants dirigé par Brad, Brian et Gordon entra, déclarant que ce territoire était sous leur souveraineté. Si Rekka les forçait, ce serait une violation. Il serait contraint d'agir. Même s'il n'était pas aussi fort que Rekka, il devait encore assister Haro et ne laisserait personne lui faire du mal. À ce moment-là, Shu proposa d'échanger des informations sur la véritable nature du monde en échange de Haro, car en errant dans le domaine de Dieu, il avait réalisé de nombreuses choses. Par la suite, tout le monde tint un festin chez Granger. Après avoir mangé, tout le monde commença la réunion. Shu dessina le diagramme de l'univers créé par Dieu. Des sphères de lignes suspendues. Lingoland n'était qu'un ligne parmi eux. Le centre où les lignes se connectaient était le sanctuaire.
Les signaux électriques des formes de vie étaient convertis en énergie pour nourrir Dieu. Les Brightes existaient pour concentrer la pure croyance. La conscience des morts se transformait en particules de croyance et était collectée dans des conduits. Les piliers crâniens du mont Épitaphe étaient des stations de collecte. Toute linde s'écartant de la norme serait effacée, comme on abat du bétail sauvage. Si Arrow Cécède était le destructeur, alors Dieu passerait à un autre plan. Toute la pièce était en colère. En réalisant qu'il n'était rien d'autre que du bétail, Brush cria qu'il se battrait comme avant. Rekka porterait la volonté de l'empereur. Très bien, et Atlee espérait tenter des négociations par la parole. Mais Shu dit que le chemin vers le sanctuaire ne pouvait pas être emprunté de la manière habituelle, car les tubes Rakuro déformaient l'espace avec des anomalies dépassant la technologie actuelle. Seule la conscience fusionnée avec la croyance pouvait passer à ce moment-là. Arrow confirma qu'il était une fois tombé dans un puits de Rakuvo pendant un moment et avait été tiré en arrière par Rudolph. Ainsi, tout le groupe accepta de retourner au mont Épitaphe pour étudier le mécanisme du Rakuvo. Brush proposa une alliance temporaire en raison de l'objectif commun de rencontrer Dieu. Granger accepta. Rekka hésita, craignant que Arrow ne regagne son pouvoir destructeur. Mais Shu dit que la probabilité que Lingoland soit effacé immédiatement était encore plus grande. Tout le monde demandait l'avis de Beck. Il était encore tourmenté, se demandant pourquoi il avait perdu la mémoire et pourquoi il voulait sortir des murs. Personne n'avait de réponse complète. Cela rendait Beck très effrayé à l'idée de tuer quelqu'un accidentellement en ce moment. Qui dit froidement que s'il avait si peur du péché qu'il tremblait toute sa vie, alors il vaudrait mieux qu'il meure. Il défia Hero en duel en tant qu'homme, pas en tant que général. Bake, après avoir écouté, accepta également. Le combat entre les deux commença, et Bake n'avait pas besoin d'utiliser une épée. Le duel se déroula, Hero esquivant continuellement, tandis que Kai criait pour qu'il ressente le poids de ce qu'il avait causé, réenactant chaque coup puissant de son épée. Beat et les autres étaient inquiets, mais remarquèrent qu'Hero tenait bon et refusait de s'effondrer au milieu de la tempête d'attaque. Hero réalisa soudain que son instinct d'esquiver était dû au fait qu'il ne voulait pas mourir, qu'il avait encore des amis à protéger. Il cria qu'il rejetait la mort et riposta à Kai avec un coup de sang, qui était très satisfait et sortit alors l'arme de l'empereur, imitant immédiatement la technique de Zetsu, libérant la fente du chemin des démons avec un domaine sombre comprimant les particules de croyance à l'extrême. Mais au moment décisif, Hero bloqua l'attaque de sa main nue. Il avoua que depuis qu'il savait qu'il était le destructeur, il s'était demandé pourquoi il se battait encore aux côtés de tout le monde. La partie de lui qui voulait sauver les gens était-elle un mensonge ou pas? Maintenant, il comprend que ce qu'on appelait l'erreur système en lui était ce que tout le monde lui avait inculqué. Elsha, Atlee, Shuren, Kai, Fineprax et tous les habitants de Lingoland, avec leur puissante volonté de vivre, l'avaient transformé d'un destructeur en un sauveur. Il jura de résister à la volonté de Dieu d'effacement, se proclamant l'incarnation de la croyance de Lingolin, y compris celle de Zetsu. Il cria qu'il porterait tous les destins qu'il avait effacés avec ses mains. Kai lui dit de le prouver avec ses mains. Et puis, tous deux se précipitèrent dans un combat à main nue. Tout le monde se réjouit en voyant Arrow revenir pleinement. Après le combat, Elsha et Atlee coururent en larmes pour se retrouver. Et Beat profita aussi de l'occasion pour se précipiter et voler un câlin. Lors de ce voyage, Elsha avait envoyé les villageois rester à la ferme du beau garçon car il serait trop dangereux s'il y avait des personnes âgées et des enfants. Pendant ce temps, Shubai passait du temps avec Kai à se remémorer le passé. En vérité, la mort de l'empereur avait été dans les calculs de Shu afin que Kai puisse prendre le trône et construire le monde parfait qu'il s'était un jour promis. Il avait même rédigé quelques politiques de développement national pour Kai. Mais Kai avait refusé de les lire, sachant que Shu avait caché une cicatrice sur son bras. Ils convinrent de lire les politiques ensemble une fois qu'ils auraient vaincu Dieu et compris ce monde. Kai jura d'aider Shu à réaliser son rêve, et les deux firent à nouveau un serment de paix ensemble. En regardant de loin, cela plaisait également. Après cela, le voyage vers le mont Épitaphe commença. Ils passèrent facilement à travers le mur. Dehors, les âmes des morts s'entassèrent encore haut. Tout le monde observa une minute de silence pour elles. À ce moment-là, Rudolph, encore en vie, apparut. Il déclara qu'il vivrait jusqu'à la fin de ce monde. Il dit que Dieu avait abandonné Lingoland et qu'il était venu ici pour rendre son jugement. Puis, un gigantesque Rakuro apparut en plein milieu de Lingoland. Il commença à s'activer, rétrécissant les murs, ce qui fit paniquer les gens qui s'enfuirent. Voyant la situation se détériorer, Shubai ordonna à Kai et à quelques autres de revenir et de détruire le Rakuro, tandis qu'il restait en arrière pour combattre Rudolph. Rudolph avait forgé une lance à partir des âmes des morts et la lança dans Granger, clouant le navire au sol. Ils luttèrent pour se libérer, mais en vain. Pendant ce temps, le groupe de Kai rencontra Dissinanza, bloquant leur chemin. Prax resta pour se battre contre elle, tandis que le reste se concentrait sur la destruction du gigantesque Rakuru. Mais c'était trop difficile. Quant au groupe de Baek, Xiubi essayait de trouver une issue avant qu'il ne soit écrasé. Mais à ce moment-là, Baek rassembla sa force et sépara la lance de Rudolph en piliers. Xiubi réalisa que le pouvoir de Saberblue était la séparation de la croyance. Ils parvinrent qu'avoir temporairement à vaincre Rudolph et retournèrent aider le groupe de Ki à détruire le massif Rakuru.
Cependant, juste au moment où il revenait, Rudolf réapparut. Lorsque la situation semblait désespérée, Xubi rit. Il dit que si Rudolf essayait encore de les arrêter parce qu'ils représentaient une menace empêchant la destruction de Lingolin, alors ils avaient encore une chance de gagner. Xubi fit alors combiner Baek avec Kai. Il se transforma en épée. Dissonanza se précipita, mais Prax l'attaqua, et Bait retint Rudolf. Kai et Baek enregistrèrent ensuite la technique ultime de l'empereur. Kai créa un gigantesque arc et avec Baek, ils chargèrent droit vers le Rakuo, créant un trou noir qui engloutit tout. Pourtant, juste au moment où ils l'ont détruit, un autre Rakuo est apparu. Chubai a crié que c'était le moment. Ki et Baek ont immédiatement tiré une autre flèche, perçant directement le Rakuo. Après cela, tout le monde est passé ensemble par la porte pour rencontrer Dieu. Rudolf, furieux, a déclaré qu'il effacerait Lingoland de ses propres mains. Mais Prax et le général Bai ne permettraient jamais cela. Pendant ce temps, le groupe de Bak a enfin atteint le domaine de Dieu. Dieu du centre a fait apparaître un homme qui ressemblait beaucoup à Baek. Il a dit qu'il ne devait pas venir ici et s'est transformé pour les renvoyer tous. Baek a ouvert le combat en créant 100 clones pour attaquer. Ki s'est également précipité en avant pour soutenir. Mais soudain, un autre Ki est apparu pour bloquer son coup. Et ensuite, à son tour, des clones de chaque personne sont apparus pour attaquer même Granger lui-même. La situation s'aggravait. Appuyé contre le côté de Baek, Chubai essayait de trouver une solution. Lorsque Atlas s'est précipité pour parler à cet homme, elle a demandé pourquoi il devait endurer la destruction. Au minimum, il devrait connaître la vérité. Une voix a résonné, qualifiant les humains de forme de vie maligne, mais a admis qu'il était temps de révéler à tous l'origine du monde. Immédiatement, une image a été projetée. Une flotte de vaisseaux spatiaux transportant les ancêtres de Dieu, voyageant à travers l'univers au-delà du mur. En plein voyage, une épidémie a soudainement éclaté, ne laissant qu'un nouveau-né en vie. Pour protéger l'enfant, ils ont créé le système Lin. Et parce que la chance de survie était si mince, les lignes ont été contraints de rester dans un état de non-croissance. Mais cela consommait une énorme quantité de croyances. Ainsi, le cycle de la croyance est né. Nous sommes des lynx. Dans ce cycle, Hero a été envoyé parce que l'instinct de survie de Lingolin avait dépassé son seuil, provoquant la déstabilisation du système. Ce pouvoir avait germé de Zetsu et s'était répandu partout. Il devait donc être purgé avant qu'il ne soit trop tard. Le groupe brûlait de fureur d'être comparé à du bétail et a déclaré qu'ils n'accepteraient pas un tel destin. Ils ont contre-attaqué avec tout ce qu'ils avaient, mais toutes leurs techniques ont été annulées. Shu a expliqué qu'ils manquaient de croyances parce qu'ils avaient quitté le cycle sous Lingoland et n'avaient donc pas atteint le seuil. Pendant ce temps, sous Lingolen, la princesse Fine menait tout le monde au combat. Cependant, l'homme était bien trop fort, laissant de nombreux blessés graves. Encore une fois, la princesse dut endurer la douleur pour les guérifs. Voyant cela, Rudolf s'est moqué de son sacrifice et lança une autre attaque à grande échelle pour voir combien de temps elle pourrait tenir. Mais à ce moment-là, son Bray Height commençait à se fissurer. C'était le résultat de l'attaque précédente de Kai et Baek. Saisissant l'occasion, le général Bai et Go exécutèrent une combinaison de 2 épées, tournoyant ensemble pour trancher tous les bras de Rudolf. Prax chargea ensuite, utilisant la technique de Werner pour lancer une attaque complète, détruisant avec succès le Bray Height de Rudolf. Pourtant, dans leur brève joie, Rudolf se rapprocha soudainement de la princesse, la saisissant par le cou pour voir combien de temps elle tiendrait. Dans cet instant désespéré, l'empereur et le côté maléfique de la princesse apparurent soudainement, projetant Rudolf au loin. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Cependant, c'était quelque chose que l'empereur devait à Rudolf. Lorsque Rudolf avait détruit les montagnes épitaphes plus tôt, Bak avait tué tant de gens que les données des deux n'avaient pas encore été transmises, et Bak leur avait conféré le pouvoir de revenir une fois de plus. Bien qu'il ne puisse pas durer longtemps, cela suffisait pour que les deux s'unissent à tout le monde pour vaincre Rudolf. Après cela, tous ensemble, la princesse Fine, absorbant la force de chacun pour alimenter l'empereur, créa un énorme arc, puis tira lui-même et le côté maléfique de la princesse. Alors que la flèche portant Rudolf et Dissonanza traversait le mire vers l'arrière, Werner et les autres apparurent également pour prêter main forte. Lorsque la flèche atteignit sa destination, tous disparurent. Mais cette croyance suffisait à chacun pour se battre à nouveau. Bit se leva à nouveau, combinant tous en une forme ultime. Pourtant, Dieu créa cette copie de cette forme ultime pour riposter. Malgré cela, ils ne renoncèrent pas à se battre ensemble. Au milieu de la lutte, le système répondit que la fondation du monde devait attendre le retour de l'enfant. L'ensemble de la machine de la vie n'existait que pour attendre et n'était pas conçu pour changer. Même Rudolf et Dissonanza étaient liés par des murs qui leur étaient propres. Mais alors, Haro déclara qu'il briserait aussi ce mur et porterait personnellement le bébé dans son monde légitime afin que Lingolin puisse trouver la paix. Trouvant l'idée valable, tout le monde accepta de le suivre. Après cela, ils combinèrent toutes leurs forces pour amasser des particules de croyance, Granger se transformant même en un phénix flamboyant. Il s'éleva dans le ciel, tranchant tous les clones, ne laissant que cet homme. Juste au moment où il se préparait à frapper, il disparut soudainement.
Une voix résonna déclarant qu'il n'avait été qu'une unité de gestion obsolète, désormais inutile. Puis tous furent transportés vers une immense porte. Ils furent tirés à l'intérieur, où devant leurs yeux s'étendait un espace infini, semblable à l'image qu'ils avaient autrefois vue, et un gigantesque enfant lumineux en profond sommeil apparut. Shaw confirma que l'enfant dormait depuis plus de 2000 ans. Qu'il soit un prince ou simplement le dernier survivant, ils débattirent alors de ce qu'il fallait faire avec l'enfant. Un mois plus tard, le groupe de Beck décida de ramener l'enfant dans sa batterie, tandis que le groupe de Kai resta pour restaurer Lingoland. Lorsque toutes les préparations furent terminées, tout le monde se dit au revoir. Kai rappela à Shubai leur promesse. Après cela, ils partirent tous ensemble, se lançant dans un nouveau voyage. Leur prochaine destination ? La Terre. Sur cela, l'anime prend fin. Adieu.